Bonjour à toutes et tous, salut Crystal, salut Babylone, salut Jack Moore, salut Batman, salut Michael, salut Granitech, salut à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures sur Twitch et TikTok de 17h à 19h tous les jeudis, pour faire le point avec vos questions bien sûr dans le chat sur l'actualité diplomatique, économique, scientifique, politique, du web, de la tech et des idées. On est ensemble pour 2 heures de stream, vous posez vos questions dans le chat et moi je les passe en direct aux invités. Il n'y a que 2 règles, la première c'est la courtoisie et la bienveillance, puisqu'on est sur le service public, et que c'est très service public, la bienveillance et la courtoisie. Et la seconde c'est de terminer vos questions par un point d'interrogation, sinon je ne vois pas que c'est une question. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, un point sur le Rassemblement national, alors qu'un sondage très commenté place Jordan Bardella en tête de l'élection présidentielle à venir, tandis que Marine Le Pen rappelle qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Entre duel feutré au sommet, tentation ultralibérale et mise à l'écart de figures historiques comme David Rachlin, le Rassemblement national semble entrer dans une zone de turbulence. Est-ce qu'il faut y voir un tournant stratégique ou le début des grands tournants? Réponse peut-être avant 18h. 18h à laquelle nous tirerons un bord à l'est de l'Europe, où les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine peinent à dessiner un traité de paix durable. Et voilà que Vladimir Poutine déclare que son pays est prêt, sont les mots du président de la Fédération de Russie, à un affrontement armé avec l'Europe. Et en creux, une question, celle de savoir jusqu'où il est prêt à aller. Deux fronts, deux incertitudes, un climat d'instabilité qui redessine le paysage géopolitique. Ce sera jusque 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h09, passé 26 secondes à Paris. Et à l'heure où l'hiver, avant la date, s'est installé sur l'Hexagone, où votre serviteur est en train de tomber malade, j'ai la fièvre et je grelotte, et ça fait rire mes invités, un vent souffle sur le Rassemblement national sans que l'on sache bien s'il s'agit d'une brise qui ragaillardit ou une tempête qui décoiffe. Le Rassemblement national, où les lignes bougent et où les équilibres internes se redessinent. Un sondage récent et très discuté place Jordan Bardella en tête d'une élection présidentielle fictive, c'est l'avenir, tandis que Marine Le Pen affirme garder le contrôle. Bonjour Lauriane Clément. Bonjour. Salut Lauriane, t'es journaliste politique à La Croix, t'es spécialiste de l'extrême droite. Exactement. À tes côtés Virginie Leguet, salut Virginie. Bonjour. T'es journaliste politique, éditorialiste sur France Info TV. Peut-être qu'on peut commencer par ce sondage et ce qu'il révèle, ou peut-être ce qu'il ne révèle pas. C'est quoi la valeur d'un sondage comme ça à 1 an et demi de l'élection présidentielle? Évidemment, on ne peut pas savoir 1 an et demi ce qui va se jouer. On ne sait même pas qui affrontera le candidat du Rassemblement national et on ne sait pas non plus qui sera le candidat du Rassemblement national. Après, ces précautions faites, c'est quand même un sondage Odoxa pour Public Sénat. Voilà, il apparaît tout à fait crédible, ce sondage. Ce qui est marquant, c'est que il y a eu déjà plusieurs sondages mettant Jordan Bardella en tête du premier tour, mais là, c'est le fait qu'il arrive en tête du second tour, qui dépasse même Édouard Philippe avec 53% des voix. Il y a 6 mois, exactement le même sondage avec la même méthodologie donnait gagnant Édouard Philippe. Donc c'est vraiment ça qui change, c'est que c'est pour la première fois, il gagne carrément l'élection présidentielle. Tu voulais peut-être... Voilà, bon, alors l'autre chose, je continue mon monologue. Oui, non, mais je ne veux pas du tout parler à ta place. L'autre chose qui est frappante, c'est qu'il y a encore 6 mois, un sondage ne testant que l'hypothèse Jordan Bardella et pas Marine Le Pen, ça faisait des ravages au sein du parti. On entendait toutes les réactions du Rassemblement national qui criaient au scandale. Au final, celui-ci, au départ, il est passé assez inaperçu. Enfin, finalement, le Rassemblement national a mis un petit peu de temps à s'opposer et à rappeler que non, Marine Le Pen reste la candidate, etc. On sent que c'est pas du tout la même réactivité qu'il y a 6 mois. Et donc, que le chemin, ça fait son chemin au sein du parti. Jordan Bardella, il est quand même passé de plan B à favori. À plan super A. À plan super A. Alors, officiellement, évidemment, au sein du parti, ils le disent pas comme ça. Mais moi, dans les déjeuners que j'ai, je vois bien le discours qui a changé. Il y a 6 mois, c'était Jordan Bardella, c'est un super candidat, mais pas pour cette élection. Il n'est pas prêt, pas encore. Marine Le Pen, c'est elle et personne d'autre. Ça, c'était ça il y a quelques mois. Aujourd'hui, quand je pose la question, on me dévie en me donnant toutes les qualités de Jordan Bardella. Alors, c'est des inventaires à l'après-vert. Et puis après, évidemment, on me dit oui, mais Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle a l'expérience, etc. Mais bon, Jordan Bardella, il a ce côté oui, il plaît aux jeunes, il plaît un peu plus au milieu d'affaires aussi. Enfin voilà, ils me répondent un peu ça. Donc je vois bien qu'au sein du parti, même auprès des plus fidèles, des plus anciens fidèles de Marine Le Pen, Il y a un truc qui s'est cassé. pas cassé, je dirais vraiment pas ça, mais maintenant c'est possible. Enfin, les 2 candidatures sont vraiment une possibilité et il n'y a plus tellement le camp Marine Le Pen qui surplombe tout, quoi. C'est ça que j'ai vu comme changement, mais bon, ça va être intéressant d'avoir ton avis aussi. Virginie Leguet. Alors, je ferai 2 observations. Oui, l'Institut de sondage
qui a travaillé pour Public Sénat, est un institut de sondage sérieux. Je rappelle quand même qu'un sondage, ça donne une image à l'instant T. Ça ne dit pas ce qui va se passer dans 1 an et demi, mais malgré tout, les chiffres, les résultats, les écarts sont suffisamment impressionnants pour que ça dise quelque chose de très puissant au sein de l'électorat. C'est pas une nouveauté, on sait depuis des mois, voire des années, que le Front National, devenu Rassemblement National, ne cesse de grimper. Aujourd'hui, il a atteint des chiffres extrêmement impressionnants et surtout impressionnant parce que finalement, il distance tous ses adversaires. Il faut bien reconnaître, en ce qui concerne Édouard Philippe, que Édouard Philippe était jusqu'à présent un adversaire un peu fantasmé parce qu'il ne s'exprimait pas beaucoup, assez sérieux, et que quand il a commencé, lui, à parler, alors là, ça a été la catastrophe parce qu'il a dit, il y a quelques semaines, maintenant ça paraît des mois, oui, alors Emmanuel Macron devrait partir parce que il ne convient plus, et c'est apparu finalement très paradoxal aux yeux des Français qui sont, et je le répète parce qu'à chaque fois ça me frappe, qui sont très avertis politiquement, mais qui ont trouvé assez surprenant qu'un candidat à l'élection présidentielle dise à un président de la République en exercice: oui, écoute, t'as qu'à partir parce que tu vois bien que ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il fragilisait lui-même une fonction à laquelle il aspirait. C'est un paradoxe qui n'a pas échappé aux yeux des Français, qui l'ont immédiatement fait un peu dégringoler dans les sondages. Donc, Édouard Philippe n'est pas un moins mauvais candidat, il s'est plombé lui-même. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le Rassemblement national qui est devenu super performant, c'est que ses adversaires éventuels sont en train de se disqualifier les uns après les autres. J'allais presque dire la même chose de Bruno Retailleau, qui, au moment où il a quitté le gouvernement, alors on savait qu'il voulait quitter le gouvernement, mais là, il l'a quitté d'une façon brouillonne, d'une façon soupe au lait et d'une façon totalement incompréhensible, sauf à ce qu'on a compris, nous, et ce que d'ailleurs les Français ont compris, qu'il n'a pas aimé qu'on lui explique pas qu'on avait demandé à Bruno Le Maire de revenir dans le gouvernement. Il a trouvé ça incroyable qu'on ne lui dise pas, il a trouvé ça incroyable que Bruno Le Maire revienne, et il s'est fendu d'un tweet, me semble-t-il, dans lequel il a très clairement expliqué que c'était un scandale qu'on ne l'ait pas tenu au courant. Alors là, il y a une histoire d'ego, il y a une histoire d'inimitié personnelle qui n'avait rien à voir avec ce qu'on attend d'un éventuel candidat à l'élection présidentielle. Donc, il a fait un départ raté, et ce départ raté, il le paye cher, et je trouve que pour l'instant, il n'arrive pas à le surmonter. Ce départ raté met d'autant plus Bruno Retailleau dans une forme de corner que son inimitié avec Laurent Wauquiez est tellement ancrée maintenant qu'elle fragilise bien sûr la trajectoire de chacun, mais qu'elle fragilise aussi tout l'appareil de la droite qui s'en retrouve, je trouve, singulièrement affaibli. Donc, voilà, ça c'était ma première remarque, pardon, c'est un peu long, mais ça dit quelque chose des candidats successifs potentiels du Rassemblement national qui se plombent eux-mêmes. Autre chose sur Marine Le Pen. En fait, Marine Le Pen, on pouvait avoir un doute depuis déjà quelques années sur sa réelle volonté d'exercer le pouvoir. Elle a toujours été très ambivalente à ce sujet-là. Elle a longtemps expliqué que si elle avait pris la succession de son père, c'était par devoir filial, mais qu'elle-même n'était pas absolument branchée par la politique. Elle est venue il n'y a pas longtemps, ce qui était un peu surprenant, mais quand on la connaît, c'est pas si surprenant. Elle est venue à Matignon, me semble-t-il, avec un petit chat dont elle s'occupait comme d'un enfant et dont elle expliquait qu'elle ne pouvait pas le laisser, ne serait-ce que 2 heures, parce qu'il avait besoin d'être nourri régulièrement, parce que c'était un bébé chat. Bon, et aujourd'hui, je crois qu'elle a même dit qu'elle avait passé un examen pour devenir éleveuse de chats. Bon, pour une future éventuelle candidate à l'élection présidentielle, on reconnaît que c'est un peu paradoxal. Et elle a elle-même un peu fermé la porte en disant que si elle était condamnée en appel, ce qui aujourd'hui semble assez vraisemblable, elle n'attendrait pas le résultat de la Cour de cassation pour décider ou non si elle se présenterait. Elle ne se présenterait pas. Donc, elle a elle-même à moitié fermé la porte, comme si genre, voilà, je me sentais obligée d'être candidate, je l'ai déjà été 3 fois, je me sentais obligée d'y aller cette fois-ci. Là, si vraiment je peux y échapper, pourquoi pas. Et donc le plan B comme Bardella est en train de devenir un plan A, ce qui n'est pas sans conséquence non plus sur l'électorat, parce que Jordan Bardella est celui qui défend depuis le début l'union des droites. Et il y a une partie des électeurs qui sont assez favorables à cette union des droites. Marine Le Pen a toujours dit que non, mais Jordan Bardella, il dit oui, et il dit moi je suis tout à fait d'accord, et même s'il n'y a pas d'accord d'appareil, il peut y avoir des accords sur le
terrain, entre les électeurs. Et ça séduit une partie de l'électorat de droite qui ne sait plus très bien à quel sens se vouer et qui se dit, et on l'entend très bien d'ailleurs ces temps-ci dans les discours, qui se dit, après tout, pourquoi pas. Et là, je dirais, et je me tais, et je ferai une dernière petite... Beaucoup de portes. Oui, pardon, alors On a une heure. je la referme immédiatement. Et après, Laisse dans toutes 5 les minutes, on portes a fini ouvertes. l'émission, il faut le tenir. non, je suis désolée, je suis atroce. Et alors, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oh. Voilà. Parce qu'on m'a coupé. T'as qu'à faire plus court. On m'a coupé dans mon élan, donc je me tais. Qu'est-ce qu'on Alors, avant de parler, Vas-y, on Lauriane. pas sur l'union des droites parce que c'est un énorme truc. Alors, je voulais juste réagir que, oui, effectivement, Marine Le Pen, on peut se poser la question de sa volonté d'y aller. Bon, là, elle est un peu ambiguë dans ses paroles, tu le dis bien. Elle a un peu essayé de rattraper son coup dans une interview sur Ouest France en disant, mais non, moi, je veux vraiment y aller. C'est juste que je veux pas mettre mon parti dans le pétrin parce que l'intérêt de la France et de mon parti est plus fort que tout. Bon, bref, voilà. Elle a essayé de rattraper ça. Mais il y a eu un changement de contexte qui explique aussi son changement de ton. Déjà, le Rassemblement national espérait qu'il y aurait une dissolution et qu'il les porterait ensuite au pouvoir. Donc, ils seraient majoritaires ou alors qu'ils auraient une majorité avec quelques députés, pourquoi pas LR. Bon, bref, ils espéraient en tout cas avoir une certaine majorité, en tout cas plus forte à l'Assemblée nationale. Et le but, c'était de réussir à faire passer une loi. On l'a appelée d'amnistie, bon, c'est un peu fort, mais en tout cas une loi permettant d'outrepasser cette inéligibilité. Ça, le texte était prêt. Éric Ciotti, son allié, donc de l'Union des droites pour la République, l'avait écrit. Donc il misait beaucoup dessus. Bon, là, cette hypothèse de la dissolution qui était quand même très très forte en septembre s'est éloignée. Donc déjà, premier revers pour le parti. Et ensuite, il y a eu la condamnation de Nicolas Sarkozy, donc quand même à de la prison, une condamnation jugée assez sévère par le Rassemblement national. Ça montre que c'est plus le seul parti, c'est pas d'ailleurs, ça ne l'a jamais été, c'est pas le seul parti à être jugé, à avoir des sanctions, à devoir répondre de leurs actes. Et ils se sont dit qu'effectivement, ce discours qui portait en disant on nous attaque parce qu'on est le Rassemblement national, il est difficile à porter aujourd'hui face à cette condamnation. Donc il y a eu tout un élément de contexte qui font que, bah oui, elle est obligée de changer un peu de ton et de mettre sur le devant l'option Bardella. Qu'est-ce qu'on répond à Stone 2 qui nous dit est-ce que vous ne participez pas à la Bardella folie en mettant Jordan Bardella sur piédestal comme les autres médias d'extrême droite? France Info n'est pas un média d'extrême droite, mais bon, il existe des médias d'extrême droite, effectivement, en accordant une importance si grande à ce sondage à 18 mois de l'échéance. Non, justement, on a dit que c'était un sondage qui était une photographie à l'instant T, et on a simplement expliqué ce qui faisait qu'aujourd'hui, Jordan Bardella était, de l'intérieur même du mouvement, le candidat qui semblait s'imposer. Mais Jordan Bardella n'en reste pas moins un candidat totalement inexpérimenté, un candidat qui a certes un grand succès sur Instagram et sur les réseaux sociaux, mais qui... de mon point de vue en tout cas, n'a aucune épaisseur politique et qui, on s'en souvient peut-être, mais lors de la campagne des européennes, je rappelle que le RN est arrivé en tête aux dernières européennes, a multiplié les bourdes et a multiplié les déclarations. On voyait bien qu'il ne connaissait pas les dossiers, ce qui était un souci, notamment sur les agriculteurs et notamment à une époque où les agriculteurs étaient en grande difficulté. Et franchement, je mets très bien ma main au feu sans aucune crainte pour dire que sur de nombreux sujets, Jordan Bardella a certes des fiches toutes prêtes, a certes des argumentaires qu'il répète un peu comme ça, comme une mécanique, mais que dès qu'il est un peu poussé dans ses retranchements, il y a plus grand monde. Je l'ai entendu récemment interroger sur différents textes qui avaient été, propositions qui avaient été votées à l'Assemblée. Il n'avait pas l'air de connaître bien la vie des entreprises, il n'avait pas l'air de savoir très bien comment ça fonctionnait, qui allait être imposé ou pas imposé, des propres textes qui ont été débattus à l'Assemblée. Moi, je pense que Jordan Bardella est un jeune homme propre sur lui, un jeune homme assez malin, un jeune homme qui depuis longtemps est au Rassemblement national, mais que ce n'est qu'un poster et que derrière ce poster, je ne sais pas comment, et là moi j'ai des grands doutes personnels, je ne sais pas comment certains peuvent s'imaginer qu'il est apte à être président de la République. Mais par rapport à Marine Le Pen, il a deux grands atouts. Donc, bon, il est très fort en communication, ça c'est indéniable. C'est vrai. Sur les réseaux sociaux, c'est vraiment sa force. On voit bien qu'il outrepasse Marine Le Pen dans les points de sondage sur les jeunes. C'est vrai. Et après, il ne fait qu'augmenter aussi sur le public retraité, enfin sur la tranche retraitée et sur les électeurs de LR. Alors là, évidemment, il fait tout pour parler aux entreprises. Est-ce qu'elles-mêmes y croient ou est-ce qu'elles se disent, enfin je pense que certains se disent c'est une coquille vide, de toute façon, il peut passer au pouvoir, nous on manœuvrera derrière et puis on le fera faire ce qu'on veut. Plutôt que la gauche. Voilà, dans tous les cas, c'est quand même très dangereux. Oui, et je ferai une toute petite observation. C'est d'autant plus dangereux
que si d'aventure il devait arriver au second tour, enfin si d'aventure il devait être candidat, si d'aventure il arrivait au second tour, ça ne serait que parce qu'il n'y a personne en face. Il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite, il n'y a personne au milieu, il n'y a personne. Et ça, c'est accablant, je trouve, de ce que ça dit des familles politiques qu'on connaît depuis fort longtemps. Et là, je parle de la droite, de la gauche, qui ont gouverné alternativement jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron et qui sont dans l'incapacité absolue de présenter aux Français un candidat solide. Et ça, c'est terrible. Et effectivement, face à ce vide, le Rassemblement national représente quelque chose qu'on peut détester, qu'on peut aimer un peu, qu'on peut aimer follement et qu'on peut absolument rejeter, mais ça représente quelque chose qui existe depuis longtemps. Et j'en termine, parce que là, je vois que je suis trop longue toujours. Une autre remarque. Il a le droit d'être long. Le Rassemblement national a cet art incroyablement habile de faire croire qu'il est cohérent, de faire croire qu'il est toujours sur la même ligne, alors qu'il n'est jamais sur la même ligne. On l'a bien vu lors de ces dernières semaines, pour ceux qui ont suivi à l'Assemblée nationale, il est capable de voter le matin une chose, l'après-midi une chose, le lendemain une autre chose, l'après-midi encore une autre chose, et puis de faire des alliances totalement improbables avec la France insoumise, ou en fait tous ceux qui veulent bien, ils se collent dans les trucs, et après il dit « Ah mais nous, on est très cohérent. » Mais en fait, non, on n'est pas cohérent. Ou la seule cohérence du Rassemblement national, c'est ce que moi j'appellerais... Oui, mais alors là, je reviens à la discussion budgétaire. La seule cohérence de l'Assemblée nationale, c'est moi ce que j'appellerais le sabotage. Faire du budget une forme de monstre, une forme de grosse chose obèse, informe et inacceptable, ce qu'elle est en train de devenir, et dire après, ah mais nous, on a tout fait. On était présents, on a voté, mais sauf qu'ils ont voté pour faire en sorte que la machine déraille, et elle est en train de dérailler. Je t'en prie, Lauriane, bien sûr. Quelque chose que tu as dit il y a 3 minutes. Il y a 3 quarts d'heure. Et ça, c'est pas chouette. Ça, c'est le bas. Elle est méchante. Non, mais juste au fil de mes reportages, je suis quand même frappée par le nombre d'électeurs potentiels du RN que je croise et qui votent pas tant par conviction qu'en me disant, en fait, on est dépassé, on est déprimé, on ne croit plus aucun parti. C'est les seuls qui nous restent. C'est la seule carte qu'on n'a pas encore jouée. Et ça, c'est quand même assez fort dans le vote RN. Oui, il faut bien dire que... Je me déshabille du coup. Il faut bien dire que le spectacle donné par cette classe politique depuis des semaines et des mois a quelque chose de totalement désespérant. Je crois que même le mot humiliation a été utilisé par les Français. Et franchement, ils ont de quoi être humiliés, ils ont de quoi être en colère, ils ont de quoi être désolés de voir que ceux pour lesquels ils ont voté aux législatives ou même à l'élection présidentielle se comportent de façon aussi éloignée de l'intérêt général. J'allais même dire un mot que plus personne n'utilise dans cette classe politique, l'intérêt public. Plus personne ne pense à ça. Chacun se dit, moi, mon idée, c'est que, moi, mon trajet, c'est que, moi, ma volonté, c'est que, et puis de moi en moi, c'est-à-dire MOI, plus personne se dit, tiens, après tout, est-ce que je pourrais pas me mettre autour d'une table avec quelques-uns et essayer de trouver quelque chose qui soit de nature à créer un budget acceptable pour le pays, acceptable pour ma ligne politique. Ça se fait dans d'autres pays, mais chez nous, visiblement, ce n'est absolument pas le propos. Tu parlais de l'épaisseur politique de Jordan Bardella. Il y a Christalgre, qui est très content que tu sois là, d'ailleurs, Virginie. Puis Lauriane aussi, certainement, même s'il ne l'exprime pas. Bonjour Christelle, je suis contente parce que j'ai une fan, alors que j'ai un fan, alors que ici je suis entourée d'ennemis. T'as retrouvé ton pote, vendu. Christalgre qui dit Marion Maréchal a bien plus d'épaisseur politique que Jordan Bardella. C'est sa cousine. Alors, il appelle le sous-marin. Qu'est-ce que le sous-marin Marion Maréchal fait dans cette équation ? Qu'est-ce qu'elle est dans cette équation ? Vas-y. Non, mais vas-y, je ne veux pas truster la parole. Non, mais vas-y, elle n'est pas très dans l'équation. Elle est hors du circuit, Marion Maréchal. Là, franchement, Jordan Bardella l'a exfiltré. Alors, j'ai vu dans un sondage Cluster 17, qui n'a pas non plus la véracité des autres instituts de sondage, qu'elle était en troisième position, quatrième position, et qu'en fait, toutes les figures de l'extrême droite, c'est-à-dire Jordan Bardella, Marine Le Pen, et je crois Marion Maréchal, je crois que c'est dans cet ordre, trust les premières marches du sondage. Ça veut simplement dire une chose, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les électeurs se disent, bon attends, moi j'ai voté à gauche, on m'a papaouté, j'ai voté à droite, on m'a papaouté, j'ai voté Macron parce que je ne voulais pas voter au deuxième tour pour l'extrême droite, et franchement Emmanuel Macron a transformé l'or en cendre. Finalement maintenant je vais voter ce pourquoi je n'ai jamais pu voter tranquillement, et là je ne parle pas
pas des électeurs habituels. Je parle des électeurs qui n'étaient pas vraiment prêts à voter Rassemblement national et qui se disent aujourd'hui, eux, ils n'ont jamais gouverné, on va leur donner leur chance. C'est vraiment ce qui revient dans toutes les réactions de tous les éventuels électeurs du Rassemblement national. Et c'est un vrai problème que les autres familles politiques aient déçu à ce point-là et trahi à ce point-là les espérances de leurs électeurs pour que certains de leurs anciens électeurs se disent écoutez, allez vous faire cuire un œuf, nous on va voter Rassemblement national. Bon, en tout cas, pour revenir à Marion Maréchal, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelques voix disant que peut-être que ça pourrait être la relève parce qu'elle porte le nom Le Pen. Elle ne le porte pas vraiment, mais elle fait partie de la famille, quoi. C'est la famille. C'est une nièce. C'est la nièce. Bon, moi, j'y crois pas trop. Bardella a pris trop d'ampleur et puis elle a quand même été... Enfin, on la voit dans les cérémonies, elle est pas mise en avant, elle est quand même mise sur le côté. Bon. Je pense que Marine Le Pen ne lui pardonne pas d'avoir été traître à la cause, d'être partie avec perte et fracas. Et Marine Le Pen, elle a la rancune tenace, elle la fera parvenir comme ça pour la remettre sur un... Il faut dire qu'elle est aussi quand même maladroite, Marion Maréchal, très maladroite notamment. Moi, j'étais à l'enterrement de Jean-Marie Le Pen. Elle a fait un discours politique, mais qui n'avait pas du tout lieu d'être à ce moment-là. Quoi. C'était quand même, ça n'était pas du tout bien reçu par le parti, et à juste titre, là, pour le coup, on peut pas la refuser. D'autant que c'était la petite fille préférée de Jean-Marie Le Pen, qu'ils avaient un lien soi-disant très spécial, et qu'elle aurait pu, au moins, au nom de ce lien, faire quelque chose d'un peu personnel. Voilà, c'est ça. Jordan Bardella, Marine Le Pen, c'est une différence qui est seulement de style ou il y a vraiment une ligne politique, il y a deux lignes politiques très différentes. Qu'est-ce qui les différencie en fait, à part que nous ayons Marine Le Pen et Jordan Bardella, un homme, une femme Là, on le voit bien sur le volet économique. Elle reste quand même très sociale, c'est ça qui l'a marquée. Elle a toujours fait attention à avoir un lien avec les plus petits. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a frappé, moi, en lisant le nouveau livre de Jordan Bardella. Il essaye d'aller à fond sur ce terrain-là. Il fait vraiment parler... les Français moyens, les petits Français, les oubliés, il va à fond sur ce terrain-là. Donc bref, en tout cas, elle a ce volet très social, alors que lui, il essaye d'apparaître pro-business, d'apparaître plus libéral. En fait, sur le volet économique, il y a quand même des divisions entre deux franges principales au sein du RN. Ceux qui sont plutôt comme Marine Le Pen, qui sont anti-libéraux, de manière générale, qui sont vraiment sur ce volet social et voilà, qui vont pas du tout sur le côté libéral. Et puis il y a la tranche plus comme Jordan Bardella, et c'est celle-ci qui est en train de l'emporter, c'est-à-dire d'être dans le protectionnisme en France, mais libéral vers l'extérieur. Et ça, voilà, pour l'instant, jusqu'à présent, c'était plutôt le clan de Marine Le Pen qui l'emportait. Là, ça sera celui du candidat à la présidentielle qui gagnera. Et on voit quand même des faisceaux d'indices qui montrent que le volet pro-business est en train de l'emporter. Ils ont bien conscience que de toute façon, pour avoir une majorité, il faut qu'ils arrivent à séduire côté la droite traditionnelle. Ce qu'ils n'ont pas réussi tant que ça à faire sous Marine Le Pen. Donc, ils vont à fond là-dedans. Avec tout ce que tu décrivais tout à l'heure, des votes invraisemblables parce qu'ils regardent des deux côtés. Ils regardent à la fois du côté du patronat et à la fois du côté des classes défavorisées, des petits, et ils n'arrivent pas à trancher. Et ça se voit, on l'a vu pendant le budget, et on l'a vu même à l'Assemblée nationale depuis des années. Donc le dernier livre de Jordan Bardella est envoyé à la rédaction de La Croix, donc tu t'en es saisi et donc tu l'as lu. Ouais, pour ceux qui n'auraient peut-être pas l'intention de le lire, qu'est-ce que tu y as trouvé de surprenant Il fait un panorama de ce qui représente la France selon lui, donc de ce que veulent les Français selon lui. Donc évidemment, tout est fait par... il a rencontré les bonnes personnes qui veulent aller dans son direction, quoi. Et donc il fait l'apologie de la France qui travaille, donc il met en avant... tous ceux qui sont touchés par cet état obèse, tout cet excès de normes. Il tape énormément d'ailleurs sur l'Union européenne. Alors ça, c'est vraiment son truc pendant tout le livre. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses sur l'immigration, c'est moins le cas. Il mise tout sur l'état obèse et tout ce que nous prend l'Union européenne, en gros, globalement. Voilà. Et c'est un tour de France d'agriculteurs, d'ouvriers, de différents corps de métier, et ce qu'ils vivent dans leur vie, ce qui ne va pas dans la France, et ce que lui... Alors, j'allais dire ce que lui propose, non, parce qu'il ne propose pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, sur la couverture, si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, il est en costume-cravate, aux côtés d'un agriculteur, les pieds dans un champ, entouré de vaches, dans la boue, voilà. Ça relève... La faute est réparée. Une image, son livre. Ouais, Jordan Bardella, il a compris effectivement qu'il fallait élargir bien au-delà
des frontières strictes du Rassemblement national, qui ne cessent d'ailleurs elles-mêmes de s'élargir, mais que s'il voulait espérer remporter, lui, bon, admettons que ce soit lui ou Marine Le Pen, si c'est elle, une présidentielle, il allait en falloir des voix, parce qu'il en faut des voix au deuxième tour. Et ces voix-là, elles devraient venir, si elles viennent de la droite, mais aussi du centre-droit, parce que ça ne suffira pas, étant donné la minuscule petite chose qui est devenue la droite. Il va falloir beaucoup de voix. Et pour que ces beaucoup de voix arrivent, il faut rassurer, il faut dire, mais nous, on va quand même aller dans le sens des choses, on va aller dans le sens du pays, on va aller dans le sens même de ceux qui ont de l'argent, on va essayer de ne pas matraquer tout le monde. Mais je le redis, tout ça n'est qu'un discours. Oui. Leur comportement à l'Assemblée nationale a été ahurissant, a été d'une incohérence. Ils ont fait des têtes à queue sans arrêt tout en venant dans les caméras en disant « nous sommes la vraie opposition ». Mais nous disons surtout, parce qu'il faut bien reconnaître que leur seule idée de tout ça, c'était provoquer l'éclatement de la discussion, provoquer une dissolution et, si possible, obtenir une majorité absolue ou relative très forte à l'Assemblée nationale. Cette perspective s'éloigne parce que personne ne veut de dissolution à part eux et peut-être la France Insoumise, encore que la France Insoumise, elle a mis un bémol parce qu'elle se rend compte qu'en cas de dissolution, même elle pourrait perdre des plumes. Donc personne n'a envie de se retrouver au tapis et le Rassemblement national se trouve bien seul. Et alors, j'ajouterais dans la dissolution et la perspective de la dissolution qui s'éloigne, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas de dissolution et il a bien fait comprendre à Sébastien Lecornu, parce qu'il a bien compris que deux dissolutions et des premiers ministres qui se succèdent à l'envi sans arrêt et une pagaille invraisemblable, c'est l'eau qui monte pour lui et qu'un jour on finira par lui dire « Bon, écoute, gars, tu as vu dans quel état tu mets le pays au bout de ton deuxième quinquennat, il y a peut-être un temps où il faut que tu t'en ailles et qu'on ait des élections anticipées. » Personne n'en veut, et lui non plus. Donc tout sera fait pour éviter une dissolution et tout sera fait pour éviter des élections législatives, une élection présidentielle anticipée. Et ça, Marine Le Pen commence à bien le comprendre et elle commence à l'avoir un peu en travers parce qu'elle se dit que 2027, c'est un peu loin pour elle et que si elle est condamnée en appel, c'est cuit. Et puis, il faut rajouter à ça le fait que la fenêtre de tir, elle s'est refermée. Là, on est à 3 mois des élections municipales. Les partis politiques commencent à peu près à s'y intéresser. Il était temps, c'est dans 3 mois. Mais voilà, donc là, les regards commencent à se tourner vers les élections municipales. On l'a bien vu, je l'ai vu notamment avec le Rassemblement national qui nous a présenté lors d'une conférence de presse ce lundi sa stratégie. Donc, il va y avoir 600 listes qui vont être présentées. Donc, on repart sur les niveaux de 2014, qu'en 2020, il y avait eu 410 listes présentées. Ouais. Ça avait été quand même, on l'a peut-être pas assez redit ces derniers temps, mais ça avait été un échec pour les élections municipales de 2020 pour le Rassemblement national. Ça avait été masqué parce qu'ils avaient gagné Perpignan, donc qui était quand même une grande ville, mais ils avaient perdu quasiment la moitié de leurs conseillers municipaux. Ça n'avait pas été une franche réussite, alors que leurs résultats électoraux en parallèle étaient plutôt bons. Donc eux croient qu'ils vont avoir un raz-de-marée aussi du même ampleur que les élections législatives anticipées que les européennes de 2024. Bon, j'attends de voir les choses. En tout cas, eux, ce qu'ils visent surtout, finalement, c'est une autre élection, qui sont les sénatoriales en septembre prochain. Ils espèrent avoir au moins un groupe au Sénat. Donc, pour ça, il faut qu'ils aient 10 sénateurs. Donc, eux, ils espèrent surtout faire avancer cette implantation territoriale pour pouvoir avoir des votes pour les sénatoriales, quoi. Il y a une question de Yomik Le Lombric. Salut Yomik Le Lombric. Yomik Le Lombric qui nous dit donc Marine Le Pen avait dans son entourage beaucoup de squelettes dans les placards, des anciens SS, des tendances néofascistes, des homophobes, etc., etc. Est-ce que l'entourage de Jordan Bardella est différent ou c'est à peu près la même chose ? Et même. Je pense que tous ces gens-là sont toujours là. Ils sont parfois moins visibles. On ne les montre pas, mais ils restent très proches de Marine Le Pen qui a toujours énormément de mal à se défaire des gens avec lesquels elle fait route, parfois depuis 30 ans. Rien n'a vraiment changé. On a peut-être passé un coup de peinture sur la façade et peint les volets en bleu, mais à l'intérieur, c'est exactement les mêmes idées politiques, le même, j'allais dire, salmigondi de je sais pas quoi, de corpus politique. Et surtout, je crois que, et je pense là particulièrement à ce qu'il est en train de se passer en Corse, il me semble que là, ils vont faire une alliance avec un candidat dont, franchement, on n'imaginait pas. Mais on voit bien que, une fois de plus, parce que c'est toujours pareil avec le Rassemblement national, quand il s'agit d'arriver à un but, peu importe les moyens, peu importe avec qui, peu importe comment on va s'allier, ce qui compte, ils ont décidé de s'implanter en Corse, ils s'implanteront en Corse, et peu importe comment, peu importe avec qui. Autrement dit, et là je le dis peut-être pas à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas décidés à voter Rassemblement national, mais avec le Rassemblement national, c'est toujours pareil. Il y a ce qu'on dit et il y a la réalité. Et la réalité, elle est souvent un peu crasseuse.
Bon, il y a un exemple très récent qui le montre, hein, le fait que David Rachlin a été poussé à démissionner de son poste de vice-président. Il était quand même temps, parce que ça fait 2 ans que toutes les révélations sur ses prises illégales d'intérêt et sa gestion catastrophique de sa ville, donc de Fréjus, ont été révélées. Il a fallu 2 ans pour que Marine Le Pen décide de l'exfiltrer. Bon, on pense que c'est lié notamment à sa publication d'une photo privée avec 2 anciens dirigeants du GUD, qui est un groupe qui a été dissous en 2024. Un groupe d'extrême organisation droite. étudiante d'extrême très violente, et voilà. Donc c'est à la suite de cette photo qu'elle s'est dit bon allez, là c'est pas possible, je stoppe. Mais elle a quand même mis le temps. Enfin c'est pas comme si on découvrait aujourd'hui qu'il était proche des milieux fascistes, etc. Oui, en plus il est cerné par les affaires, les marchés truqués. Voilà. Et alors pour répondre à la question, donc il faut savoir que ce charmant monsieur a été directeur de campagne de Marine Le Pen en 2017, mais aussi il a accompagné énormément Jordan Bardella. C'était les mêmes milieux. Donc, pour répondre à cette question-là, oui, c'est les mêmes milieux. Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est la même fabrique. Est-ce que Jordan Bardella se compte des ennemis au sein du parti ? Bah oui, je pense que le parti... Ce sont qui les ennemis de Jordan Bardella ? Le parti, il faut quand même bien dire une chose, hein, on s'imagine que c'est une grande armée, mais le parti, c'est une tête et... Ouais. Non, mais c'est un tout petit groupe de gens, toujours les mêmes, qui se voient tout le temps entre eux, qui se parlent tout le temps entre eux. Et le parti, à mon avis, aujourd'hui, et là, je pense que peut-être tu en sauras plus que moi, mais moi, de ce que je comprends, il est... à peu près coupé en deux. Il y a ceux qui défendront Marine Le Pen jusqu'au bout parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils ont fait route avec elle, parce qu'ils ont cheminé avec elle, parce qu'ils la trouvent courageuse, parce qu'elle a un sens politique assez développé, qu'elle pige bien les situations, qu'elle réagit très vite, qu'elle a de la répartie. Et qu'elle a de l'expérience. Voilà, et qu'elle est chenue, pour pas utiliser un jeu de mots, mais elle connaît la boutique, elle connaît le boulot, elle l'a fait, quoi. Et il y a ceux qui défendent Jordan Bardella parce qu'ils ont compris qu'avec Jordan Bardella, on s'adressait à un électorat différent, on pouvait peut-être élargir un peu les murs, pousser les murs. On pouvait peut-être attirer des électeurs de droite qui ne seraient pas venus sinon. Et que Jordan Bardella, il avait un côté jeune homme de bonne famille. Et que ça, c'était peut-être plus rassurant que d'être la fille de Jean-Marie Le Pen. Je suis d'accord, mais comme je te disais, moi j'ai vraiment le sentiment, à force de les côtoyer, d'avoir de plus en plus de mal à trouver des personnes qui acceptent de critiquer Jordan Bardella, même en off, ce qui est quand même très révélateur. C'était vraiment pas le cas il y a encore 6 mois. Et effectivement, moi, je trouve que même les fidèles de Marine Le Pen commencent à se faire... Enfin, en tout cas, se sont fait à cette idée que ce serait peut-être pas elle. Et que tant pis. Et puis, ils voient aussi ce que peut apporter Jordan Bardella. Ils voient les sondages. Ils s'y sont fait, hein, franchement. C'est-à-dire que quand on a des perspectives d'arriver au pouvoir et qu'on n'a jamais... tout le monde. Voilà, et qu'on n'a jamais été aussi près du but que maintenant, alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer en 2027, si ça ne se passe qu'en 2027, ce qui est quand même probable, finalement, ce qu'on pensait hier ou avant-hier ou avant-avant-hier, tout ça n'existe plus. Seul compte le but, et le but, c'est d'arriver au pouvoir. Et là, franchement, la faiblesse de leurs adversaires, la fragilité de l'ensemble de la classe politique les sert. Enfin, il faut quand même dire que ce sont les plus grands bénéficiaires de la crise politique que nous traversons actuellement. Et de la polarisation de la société qui est activée par la France Insoumise. Alors bien sûr. La France Insoumise a travaillé pour le Rassemblement national. Peut-être pas volontairement, mais elle a travaillé pour le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon, il a toujours dit qu'il voulait être face à Marine Le Pen au 2e tour et il pense qu'il pourra gagner. Oui, sauf que s'il est face à Marine Le Pen au 2e tour, il est écrasé à un point humiliant. Mais il est le seul à pas s'en rendre compte, a priori. Peut-être qu'il ne regarde pas les chiffres. Peut-être. Bah non, et là, sur ce sondage, il a dit que c'était n'importe quoi. D'accord. Non. Mais c'est celui qui résiste le moins au 2e tour, de très loin, un candidat du Rassemblement national. Il s'écroule complètement, c'est-à-dire face qu'il à Bardella 74% face à y compris ses propres électeurs le lâcheront pour voter peut-être pour le candidat d'en face. Le chat commence déjà à réagir très très vivement au fait que Jean-Luc Mélenchon se fasse écraser par Marine Le Pen. Et regardez les sondages, mes amis. On regarde les sondages et on ne dit pas du mal de Jean-Luc Mélenchon. Et on ne dit pas que les sondages racontent ce qui se passera en 2027, on dit qu'ils disent ce qui se passe aujourd'hui. Il a dit d'ailleurs très clairement que lui, c'était sa stratégie, qui voulait être face à Marine Le Pen. Bon, et on rappelle que c'est pas une stratégie qui nous semble très viable pour l'avenir politique de la France, voilà. J'avais comme je sais plus où est... le chat a défilé. Aïe. Ça y est, t'as perdu ton fan. Non, je retrouve. Mince. Oh, je suis embêté. Puis là, ça commence à devenir long. Non, mais je vais retrouver. Oui, chante une chanson. Attendez, zut.
Ça serait bizarre à la radio, mais on est sur Twitch, on a le droit. Ben non, On va poser d'autres questions. Eh ben non, j'ai changé. Est-ce que le RN a encore un problème d'alliance où il pourrait gouverner seul, gagner une élection seul, puis gouverner seul? L'élection présidentielle, non. L'élection législative, peut-être. J'étais courte, là. Hein. Bah là, c'est même trop court. Non, vas-y. Non, c'est une porte que tu as commencé à enfoncer, c'est l'union des droites. Et c'est vrai que là, on a vu ça. C'est ton On sujet. y est, ça y est, wouh. Non, on a vu quand même, c'est aussi une des choses qui a changé dans la stratégie du Rassemblement national ces derniers mois. Parce que rappelez-vous, aux élections législatives anticipées 2024, Jordan Bardella avait dit « Je serai Premier ministre seulement et seulement si nous avons la majorité absolue ». Là, il en est revenu de ce discours et maintenant il dit alors bon, si j'ai pas la majorité absolue, mais s'il me manque quelques voix, je peux faire des alliances avec les déçus des LR, les déçus de Retailleau. Voilà, on peut trouver un terrain d'entente. Bon, moi, de ce que j'ai entendu côté l'Union des droites pour la République, donc son allié ciotiste, pour l'instant, ça ne s'est pas traduit en énormément d'élus qui sont allés vers l'UDR pour pouvoir s'allier avec le RN. Ça, ce n'est pas pour l'instant le cas. Mais encore une fois, on est un peu trop en amont et je pense que ces alliances se joueront surtout au second tour. Pour l'instant, au premier tour, chacun a plutôt, en tout cas, les LR ont plutôt intérêt à garder leurs troupes. Et puis, j'imagine que face à leurs résultats, certains seront tentés de s'allier au RN au second tour. En tout cas, ce qui m'a frappé, moi, c'est la différence de ton côté LR par rapport à il y a seulement 1 an et demi, rappelons-le, quand Éric Ciotti est parti donc pour créer son propre parti. Mais la débandade totale, c'était le choc, le chaos au sein des Républicains. Aujourd'hui, bon, ça a fait son chemin, cette hypothèse quand même. Hein. Oui, Éric Ciotti va servir de sas entre la droite et le Rassemblement national. Je rappelle aussi que la quasi-totalité des députés LR aujourd'hui qui sont élus à l'Assemblée nationale ont été face à un candidat du Rassemblement national. Et donc, ils ont bien conscience que si le Rassemblement national est très fort, ils seront battus. Donc, je leur fais bien confiance pour qu'ils trouvent des petits arrangements s'il doit y avoir une dissolution, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait acquis vraiment dans les mois qui viennent, parce qu'il va y avoir les municipales et que, franchement, personne ne veut de cette dissolution qui sera funeste pour tout le monde, sauf le RN. Mais s'il devait y en avoir une, il y aura des arrangements sur le terrain. Mais même au municipal, il va y avoir des arrangements. Mais bien sûr, qui ne diront jamais leur nom, où on verra sur des listes qui n'auront pas de couleur et qui n'auront pas d'étiquette à chacun. On verra bien se côtoyer des gens du Rassemblement national, des gens de la droite, peut-être même des gens du centre-gauche. Tout ce petit monde-là fera alliance parce qu'ils voudront être élus. Et le RN a tout prévu, parce que dans leur conférence de presse lundi, donc ils nous ont raconté qu'ils avaient élaboré une charte. Donc cette charte, elle est à destination de tous les candidats qui ne veulent pas avoir l'étiquette RN, mais veulent être soutenus par le parti. Donc ils veulent un peu le beurre et l'argent du beurre, mais en contrepartie, ils doivent signer cette charte. Donc cette charte, elle donne quelques engagements dans les valeurs du Rassemblement national, de lutter contre l'immigration, de ne pas augmenter les impôts dans leur commune. Bon, il y a toute une sorte d'engagement comme ça sur les valeurs, mais il y a aussi deux conditions. Les autres conditions, c'est de s'engager à donner un parrainage pour la présidentielle aux candidats du Rassemblement national. Ils l'ont bien écrit comme ça, ils ont marqué ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella aux candidats, on verra bien qui ce sera, et au sénatorial également. Donc ils sont quand même... voilà. Ils veulent bien donner leur soutien. C'est malin, c'est très malin. Et donc après, ces candidats qui doivent accepter de signer cette charte, et puis ensuite, ils doivent quand même passer devant la Commission nationale d'investiture, devant laquelle sont passés tous les candidats pour les municipales et même des législatives anticipées, au cas où. Ils essayent, alors on ne peut pas leur reprocher ça, ils font tout pour ne plus avoir de brebis galeuses. Ils ont appris de l'histoire. Oui. Ils ont appris de l'histoire. Alors, ils ont même engagé une société d'intelligence artificielle. Donc, tous les candidats, avant d'être révélés, doivent accepter que tous leurs réseaux sociaux soient scrutés par cette société. Donc, ils essayent de débusquer tout ça. Moi, j'ai eu quand même pas mal de témoignages me disant que les auditions avaient surpris plus d'un parce qu'elles avaient été assez difficiles. Donc, ils essayent vraiment de relever le niveau. Après, ça n'empêchera pas quand même qu'ils aient
Enfin, ça reste dans leurs racines, ça reste dans leur réseau, il y aura forcément des révélations. Mais en tout cas, ils font tout pour ça. Et donc voilà, donc même les candidats qui ne seront pas étiquetés RN doivent passer par cette CNI. Mais en tout cas, c'est assez intéressant et très malin, effectivement, de conditionner au soutien à la présidentielle. Parce que, rappelons-le, c'est quand même toujours une difficulté pour le Rassemblement national de D'avoir les réussir parrainages. d'avoir 500 parrainages pour la présidentielle. J'ai retrouvé ma question. Mais oui, Magnifique. Fanfoot 94. Salut Fanfoot 94. Navré, vraiment. Envoyé à 5h40, ça va sembler un siècle. Est-ce que l'on peut aussi imaginer que le Rassemblement... Le pauvre, ça fait 7 minutes qu'il attend. 7 minutes, c'est épouvantable. Est-ce que l'on peut aussi imaginer que le Rassemblement national a atteint son point haut actuellement, car les municipales et l'ancrage territorial risquent de faire perdre un peu de sa crédibilité? Moi, je pense que le Rassemblement national, d'une certaine façon, s'intéresse pas beaucoup au municipal, présentera des Sauf pour les candidats, sénatoriales. Voilà. espérera avoir... Et pourquoi il ne s'intéresse pas au municipal? Parce que bah, pour mais- économiser ses bras. Mais parce qu'ils ont conscience de ne pas avoir une très bonne... Implantation. Oui, avec des très bons Bon, ça candidats. augmente quand même. Qu'ils ont conscience quand même que leurs candidats ne sont pas hyper formés, qu'ils ont conscience que les électeurs dans les villes sont très attachés aux maires et à ceux qu'ils connaissent, et que très souvent le candidat du RN n'est pas très connu et qu'on ne voit pas pourquoi il deviendrait tout d'un coup maire. Il faut bien voir que le mandat de maire est le mandat auquel les élus et les électeurs tiennent le plus. Il y a un lien presque familial avec son maire, et là, pour l'instant, le RN ne fait pas partie de la famille. Je voulais dire une dernière chose, enfin, Bah non, une petite chose. Une avant-dernière chose. Il y a quelque chose d'infiniment paradoxal et d'infiniment humiliant pour la droite, qui, pendant des années, a pris des grands airs en disant, nous, le Front National, il s'appelait comme ça à l'époque, jamais d'alliance avec le diable, jamais d'alliance avec ces horribles personnages. Et à l'époque, la droite était assez puissante pour penser gouverner seule. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est le RN qui est puissant, la droite qui est réduite à presque rien. Je crois qu'ils sont 50 à l'Assemblée nationale, ce qui, pour la droite, qui a été hier et avant-hier, qui a été un des plus grands partis de France, est rien. Et en plus, ils sont dans une très grande situation de fragilité. Je ne sais pas dans quelles conditions ils se sortiraient d'une éventuelle dissolution. Et je ne sais pas dans quelles conditions ils vont se sortir de la présidentielle. Je rappelle que lors de la dernière présidentielle, le score de Valérie Pécresse a été une honte pour eux. Enfin, franchement, donc voilà, le truc s'est renversé, et s'est renversé en leur totale défaveur. C'est-à-dire que c'est eux maintenant qui sont à la ramasse, et c'est eux qui sont demandeurs d'une alliance avec le RN, qui fait un peu la fine bouche et qui leur dit oui, enfin, on verra, on va vous faire passer un tas de petits examens de passage, on n'est pas sûr, on verra, et qui pour l'instant boivent du petit lait. Oui, c'est ça. Il y a une partie des LR qui est tentée d'aller vers le côté RN, et l'autre partie, qui se rapproche plutôt du centre. Voilà. Enfin, le centre qui lui-même est effondré. Voilà. Le centre est effondré, la gauche est effondrée, la droite telle qu'on l'a connue est dans le coma. Enfin, franchement, il faut quand même dire et redire, et je le dis et je le redis parce que c'est très important, le RN ne prospère que parce qu'il n'y a rien en face. Rien, mais rien. Le jour où il y aura un candidat solide, on en reparlera. Je me rappelle que un candidat en face, solide. Je me rappelle que la dernière fois qu'on a fait ce duo ensemble, on était déjà déprimantes. Donc voilà, on continue. Voilà. Réinvite-nous, franchement. Mais après, on parlera de Poutine. Les gars, ne vous jetez pas dans la Seine, attendez les élections et votez sérieusement. On a dit souvent qu'il y avait un problème de cadre, de compétences au Rassemblement national, au Front national en fait déjà. C'est terminé tout ça? Non, c'est pas terminé. Après, il y a deux sujets qui l'adorent, Lauriane Clément, c'est l'union des droites et l'incompétence au sein de... Vas-y. Non, mais ils font tout pour essayer de former, parce que la formation était quand même assez inexistante jusqu'à présent, il faut bien le dire. Donc là, c'est vrai qu'ils ont lancé tout un programme pour former des candidats. Donc il y avait des formations de média training notamment, parce qu'on a bien vu que c'est quand même compliqué pour certains de pas dire mon dentiste juif et mon médecin musulman, voilà. Donc ils ont fait un peu un tuto de ce qu'il faut faire et pas faire. Ils ont essayé de les former sur les thématiques, etc. Bon, je pense sincèrement quand même qu'ils ont des meilleurs profils que les dernières élections, parce que évidemment la proximité du pouvoir attire beaucoup. Voilà, il y a eu quand même des changements, mais effectivement il reste quand même un manque de crédibilité chez beaucoup. Moi j'attends vraiment avec impatience. Pour l'instant on n'a pas tous les candidats qui sont sortis pour les municipales, donc j'attends vraiment avec impatience d'avoir un vrai panel pour voir ce que ça a donné, leur fameuse commission nationale d'investiture où ils disent qu'elle est infaillible presque. J'attends de voir, mais c'est sûr qu'on aura... ils vont pas se transformer en quelques mois. Il faut quand même bien dire une chose, c'est que quand on a vu
pour ne prendre que cet exemple-là, mais il y en aurait bien d'autres, les débats du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on a vu à quel point Marine Le Pen était fragile, pour ne pas dire plus, sur un nombre de sujets considérable. Quand on écoute sérieusement et quand on suit les campagnes sur le terrain de Jordan Bardella, on voit à quel point il n'y a pas grand-chose derrière cette allure proprette. De façon plus générale, d'ailleurs, je suis moi très frappée de voir que depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les grandes familles politiques, aujourd'hui devenues beaucoup moins grandes, n'ont absolument pas travaillé, n'ont absolument pas réfléchi à renouveler leur corpus politique, à proposer des nouvelles idées, à former des gens, parce que ça ne se forme pas en quelques semaines comme ils ont tout l'air de penser. Ça se forme pendant des années. Des gens, ça se forme sur le terrain, ça se forme en leur offrant des séminaires, en leur offrant des gens compétents à côté d'eux. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça au RN, mais il n'y a rien de tout ça, plus rien de tout ça au PS, plus rien de tout ça à LR. À la France Insoumise, un peu. Oui, c'est ça, exactement. Mais la France Insoumise, elle est victime largement des excès de langage de Jean-Luc Mélenchon, ne vous en déplaise, mes amis, et elle est victime de sa propre radicalité, parfois outrancière. Mais en ce qui concerne les autres, ils ont eu le temps de travailler depuis 2017, ils auraient eu le temps de se former, ils auraient eu le temps de constituer des équipes et des troupes, et ils n'ont rien fait que de se plaindre de finalement plus être au pouvoir et de vouloir y revenir. Mais ça ne suffit pas, ils n'ont rien préparé vraiment. Et on ne l'a pas trop abordé, cet énorme volet aussi, mais n'oublions pas que le RN est encerclé d'affaires judiciaires. Donc on l'a brièvement dit, le procès en appel de Marine Le Pen arrive à grands pas, là, hein, ça commence le 13 janvier. Elle risque d'être condamnée. Elle risque d'être condamnée, mais elle risque très fortement d'être condamnée, surtout que pour l'instant, il ne semble pas qu'elle souhaite changer de défense. De stratégie. Sa stratégie, ça a vraiment quand même été de faire de ce procès quelque chose de très politique et de remettre en cause la légitimité des juges. Donc forcément, ça ne plaît pas beaucoup aux juges et la peine a été aussi très dure à cause de ça. Donc, et l'inéligibilité, a été provoquée parce que justement, comme elle a dit tout le temps, mais je comprends pas, on n'a rien fait de mal, je comprends pas ce qu'on me reproche, c'est vraiment infernal. Ils lui ont dit, écoutez, si vous ne comprenez pas ce qu'on vous reproche, vous pouvez recommencer puisque vous ne savez même pas ce que vous avez fait était illégal. Et donc c'est comme ça qu'ils ont légitimé l'inéligibilité. Ce qui a posé vraiment problème, c'est de voir à quel point c'était un système. Et ça, elle a apporté aucun élément montrant que ce n'était pas un système. Au contraire, ça serait difficile de prouver l'inverse. Un système qui a duré des années. Et donc, il y a une autre information judiciaire qui est en cours contre le RN sur des prêts problématiques entre 2022 et 2024. Parce que donc, les dons sont vraiment encadrés par la loi, mais les prêts de particuliers, c'est vraiment beaucoup plus flou. Et là, donc, il y aurait eu des prêts un peu obscurs. Donc, il y a cette information judiciaire qui est en cours, le siège du RN qui a été perquisitionné en juillet. Tout ça, ça continue aussi. Donc, on n'est pas à la fin des affaires judiciaires autour du Rassemblement national. Donc, c'est vrai que quand on les entend dire qu'aucune banque ne va leur prêter d'argent et dire que c'est terrible, on peut comprendre aussi, au vu de toutes les affaires qui les attendent. En fait, il faut quand même souligner le manque cruel pour elle de travail de Marine Le Pen qui s'est contentée de penser pendant toutes ces dernières années que seule une défense politique serait efficace. Mais non, il faut une défense technique, il faut une défense argumentée, il faut essayer de se mettre dans les clous, il faut essayer de respecter les règles. Et elle a considéré que tout ça n'avait pas beaucoup d'importance et que si par hasard elle était prise la main dans le sac, ce qui s'est passé évidemment, elle dirait « Oh là là, mais c'est parce qu'on est du Rassemblement national, on nous en veut atrocement ». Mais quand on voit la sévérité avec laquelle, comme tu l'as dit, la justice a jugé Nicolas Sarkozy, quand on voit la sévérité avec laquelle maintenant elle juge les hommes politiques en général, on voit ce qui s'est passé avec Gaël Perdriau, on voit ce qui se passe de façon générale. Il n'y a plus d'impunité pour les élus. Les élus qui se font prendre dans différentes affaires de façon assez certaine sont condamnés parce que la justice décide que peut-être il y a une forme de tolérance pendant des années et que cette tolérance n'est plus de mise aujourd'hui. C'est pas mal, ça donne un signal d'alarme, ça fait sonner des petites lumières rouges à tout le monde qui se disent « Ah, mais peut-être qu'il va falloir qu'on fasse attention ». C'est très bien pour le citoyen. L'élection présidentielle, c'est dans 1 an et demi. Jordan Bardella est très exposé. Est-ce qu'il n'est pas trop exposé ? Par exposé, t'entends quoi ? Là, on présuppose déjà que ce sera un peu lui le candidat. Ouais. Ça n'a pas été le cas pour tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est très tôt. C'est 1 an et demi, c'est beaucoup. C'est pas 6 mois, c'est pas 1 an. C'est difficile de répondre à ça. On va bien voir Moi, c'est vrai que ce qui m'étonne, c'est ça. C'est qu'il arrive à, malgré son impréparation, elle est très bien préparée, mais malgré son manque de profondeur, qu'il arrive pour l'instant
à faire illusion, ça me dépasse un peu. Alors, il faut quand même dire qu'un an et demi avant une élection présidentielle, c'est très long et qu'il faut tenir la route. On se souvient, par exemple, en 2016, je ne sais pas si certains s'en souviennent, dans ceux qui nous écoutent, tout le monde disait « Ah, ça va être Juppé, c'est Juppé, c'est Juppé, c'est Juppé ». Il y avait une Juppé mania fantastique qui s'est emparée d'une partie des électeurs. Juppé n'a même pas franchi l'étape de la primaire. On se souvient, et des exemples comme ça, il y en a plein. Fillon, qui a commencé sa campagne présidentielle, il s'est pris dans les mailles de ses propres affaires et il a été dans la capacité d'arriver au second tour. Il a quand même fait à peu près 20%, si mes souvenirs sont exacts. Mais enfin, la vie politique, et ces dernières semaines nous montrent bien, est tellement pleine de rebondissements, est tellement pleine d'accidents, pour ne pas dire rebondissements, qu'il peut se passer tellement de choses d'ici 2027. Et franchement, c'est long de tenir un an et demi en étant en haut de l'affiche. C'est très long et il faut être très solide. Et je ne sais pas s'il l'est. Moi, je dirais non. Mais par contre, je le trouve très malin de publier chaque année son livre, ce qui lui permet de faire une tournée dans toute la France. D'exister. Puis surtout, de donner le sentiment qu'il sort un peu de cette politique politicienne et qu'il est au contact des Français. Et ça, c'est comme une stratégie qui peut lui permettre de tenir un peu. D'autant qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'est pas député de l'Assemblée nationale, mais député européen. Donc, en fait, il ne travaille pas vraiment, parce qu'il est... Oui, exactement. Il est un des plus absents au Parlement européen, mais ça lui permet de maintenir une image un peu intacte et un peu au-dessus du lot. Mais c'est une image qui n'est qu'une image et qui est très artificielle. 17h58, pardon, passé de 36 secondes, chers amis, c'est bientôt l'heure de nous quitter, mais c'est d'abord l'heure du mot de la fin, ou celui de la suite, Virginie. Non, c'est toi. L'heure du mot de la fin, c'est... Ne nous dis pas encore que c'est foutu. Non, je vous dirais, ne vous désespérez pas. Qu'est-ce qu'on dit ? Ne désespérez pas Billancourt. On est en décembre 2025. L'élection présidentielle aura lieu dans 18 mois. Il peut se passer beaucoup de choses. Et surtout, ne vous laissez pas attiré par les miroirs aux alouettes, gardez la tête froide et attendez de pied ferme ce qui va se passer dans la perspective de 2027 et votez, j'allais dire, sagement, même si vous êtes en colère, même si vous êtes furieux, même si vous êtes humilié par tout ce qui se passe, votez sagement, c'est mon seul conseil. Et puis moi, je termine avec un message de soutien envers tout l'audiovisuel public qui est quand même vraiment touché par les campagnes d'extrême droite. En ce moment, il y a une commission nationale d'enquête qui a été lancée par le parti d'Éric Ciotti. Voilà, c'est un moment difficile. Donc c'est important de l'avoir en tête et de vraiment continuer à soutenir l'audiovisuel public. On en a besoin. 17h59, passé de 45 secondes. Merci Virginie Leguet, merci Bonne Lauriane soirée Clément. À tous. Dans le chat, vous restez avec nous. On fait une très courte pause pour accueillir nos deux prochaines invités. On ira faire un tour au Kremlin pour tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Et Dieu sait certainement qu'il s'en passe. Rendez-vous dans à peine 2 minutes. Vous ne bougez pas. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Merci d'avoir patienté, 18h05, passé de 2 secondes. On quitte la France et on rejoint l'Ukraine. On rejoint aussi la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui veut mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est en tout cas ce qu'assure Donald Trump, le président des États-Unis, au lendemain d'une très bonne rencontre, dit-il, à Moscou entre son émissaire et le président russe. Les discussions butent toujours sur les territoires que réclame le chef du Kremlin. Le président russe qui n'a pas hésité à menacer l'Europe. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Ce sont les mots du président Poutine et il pose question. Il est 18h05, donc on peut dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Tatiana Kastovajan. Bonsoir. Tatiana, vous êtes spécialiste des politiques intérieures et étrangères russes. Vous dirigez le centre Russie-Eurasie de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. À vos côtés, Pascal Joannin, qu'on connaît bien dans le talk de France Info. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ludo. Vous êtes politologue, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. C'est quoi la Fondation Robert Schuman ? Un think tank qui est dédié aux affaires européennes au sens très large, puisque c'est l'Union européenne, les 27, les voisins et l'Europe et le monde. Comment on interprète cette déclaration de Vladimir Poutine ? En fait, c'est une phrase qui est toute courte, mais dans laquelle il y a énormément de choses. Déjà, Vladimir Poutine commence par dire « si l'Europe veut la guerre ». Il est dans la posture défensive depuis le début, en expliquant que c'est l'Europe qui est agressive et qui veut attaquer la Russie, l'affaiblir, l'isoler, etc. Et lui, il ne fait que se défendre. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle plus de l'Occident collectif, il ne parle plus de l'OTAN, il parle de l'Europe. Le problème aujourd'hui pour lui, compte tenu de la collusion idéologique avec Donald Trump, qui ne rêve que de faire un grand et beau deal avec Vladimir Poutine, c'est elle qui empêche de tourner en rond si bien l'Europe
Et donc, c'est l'Europe qui est visée. C'est à la fois le message d'intimidation, parce que Vladimir Poutine souhaite que l'Europe cesse de soutenir l'Ukraine. Et depuis le début de la guerre, tout au long de ces mois, il n'a cessé de dire l'Europe s'autodétruit, l'Europe joue contre ses propres intérêts parce qu'elle soutient l'Ukraine, au lieu de s'entendre avec nous, la Russie, au détriment de ses intérêts économiques, politiques, géopolitiques, etc. Pascal Jaunin. Oui, alors bon, c'est une déclaration qui n'est pas très inhabituelle quand même, parce que de tout temps, on va faire un peu d'histoire pour déplacer un peu le curseur, de tout temps, tous les dirigeants russes, j'ai bien dit russes, parce qu'il y a eu soviétique aussi, ça a toujours été un peu un ennemi, l'Europe. Et en plus, comme ça n'est pas un État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef uni, contrairement aux États-Unis, à la Chine, où il y a un chef, etc. On a l'impression qu'on va pouvoir jouer de la division entre les uns et les autres, et que cette structure, qui n'a que 80 ans, mais même 1960, 75 ans, donc née après la guerre, va pouvoir, en effet, on va pouvoir y trouver des biais. Alors c'est vrai qu'on peut s'entendre avec Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois et qui va très volontiers embrasser Vladimir Poutine régulièrement. Mais il n'empêche que pour l'instant, il n'y est pas arrivé. Et ça doit un petit peu l'énerver. Et donc, il doit se dire, mais qu'est-ce que je peux faire quand même, ce truc-là, ce machin, à 27, comment je peux en faire quelque chose pour qu'il ne m'embête plus et qu'il ne vienne plus me gêner. Et donc, là, comme il est gêné, visiblement, puisqu'il y a quand même une unité de l'Union européenne depuis 4 ans, on va dire, même avec la Hongrie, il renverse un peu la charge de la preuve. On voit bien que c'est lui qui est quand même derrière la manœuvre avec des drones. Alors celles qui ne sont pas identifiées, mais on voit quand même bien d'où ils viennent, des intimidations diverses et variées, des fake news régulièrement, etc. Là, on ne parle pas de la flotte fantôme. Voilà. Donc c'est quand même lui qui est un petit peu aux avant-postes. Et là, il dit, c'est pas moi qui dis, donc c'est toi qui... Il essaie d'inverser la charge de la preuve. Pour rajouter un mot sur l'Europe, en fait, c'est vrai que Vladimir Poutine et les Russes, d'une manière générale, ont du mal à comprendre l'Europe, ont du mal Comment ils l'aperçoivent à identifier, à cerner les contours et les compétences exactes de cette Europe. Je me souviens, avant la guerre, de l'accueil qui était vraiment extrêmement mauvais et humiliant, qui a été réservé à l'époque à Joseph Borrell. Là, les relations bilatérales, ça c'est très clair, très net. La Russie a toujours souhaité parler avec les grandes puissances de l'Europe, les plus grands pays, l'Allemagne, la France, pour s'entendre avec eux et ensuite créer une sorte de brèche, de percée dans laquelle les autres doivent s'engouffrer. Mais l'Europe à 27... c'est à la fois, ça suscite chez Vladimir Poutine beaucoup de mépris et beaucoup d'incompréhension. Donc, c'est combien de divisions ? C'est quoi le numéro de téléphone de l'Europe ? À mon avis, c'est ça, les questions qu'il se pose au sujet de l'Europe des 27. Pascal, je vous vois tiquer. Non, moi je... Ou approuver en tiquant. Ouais, si vous voulez, c'est... Vladimir Poutine est là depuis un quart de siècle, on va dire, et il ne s'est toujours pas fait à ce qu'est l'Europe, voilà. Et qu'il a combattu, parce qu'il faut quand même se souvenir d'où il vient. C'est un officier du KGB. Il était en poste dans l'Allemagne de l'Est, la regrettée Allemagne de l'Est pour lui, de la regrettée Union soviétique pour lui. Et donc, il a une espèce de nostalgie d'un monde qui n'existe plus. Et donc, dans ce monde qui n'existe plus, il y avait une Europe divisée. L'Europe est unie maintenant. Il a bien quelques amis ou quelques personnes au sein de l'Union qui sont... pas loin de lui, mais jamais aucun n'a osé franchir, même la Hongrie d'Orban, le Rubicon. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à la ligne jaune, le carton jaune, ils n'ont jamais allé jusqu'à la ligne rouge pour le carton rouge. Et la Hongrie ne veut pas sortir de l'Union. Et Poutine ne comprend que le rapport de force. Donc, il estime que l'Europe est faible, parce qu'en effet, les institutions européennes, elles sont plurielles, etc. Il y a en effet dedans, comme Tatiana l'a dit, des grands États. Alors ça, ceux-là, ils sont un petit peu au-dessus. Alors la France, parce que c'est une puissance nucléaire, et le seul membre permanent du Conseil de sécurité dans l'Union aujourd'hui. Avant, il y avait les Britanniques qui avaient le même statut. Il y a l'Allemagne pour des raisons d'économie, puis parce qu'il connaît bien le pays, il parle allemand. Faut pas l'oublier. Je crois qu'avec la chancelière allemande Merkel, il parlait allemand. Et donc, voilà. Mais les autres,
ça compte peu. Donc, il n'a jamais appris, dans 25 ans, et donc, il a toujours un vieux logiciel, alors vraiment d'une génération qui est même pas 1.0, hein, et il n'a pas évolué. Donc, pour lui, c'est un hermétisme total. Cette Europe-là, elle m'embête, et donc... je serais bien d'accord pour l'agresser si je pouvais, mais ils sont membres de l'OTAN, et donc du coup, j'ose pas, parce que comme ils sont membres de l'OTAN, il y a cette solidarité, même si aujourd'hui on peut se poser des questions sur ce que feraient les États-Unis vraiment, mais enfin comme on n'en est pas sûr, il va pas jusque-là, et donc voilà, il est dans le déni de réalité, et en même temps dans une posture qui, à mon avis, n'a pas beaucoup d'avenir. Et à mon avis, en fait, ce qui l'embête aujourd'hui beaucoup, c'est qu'il a toujours vu que l'Europe, il y avait cette nouvelle Europe, les adhésions, l'élargissement dans les années 2000 ont fait adhérer à l'Union européenne les pays comme la Pologne ou les pays baltes, qui sont, pour lui, viscéralement anti-russes. Et qui ressentent en effet la menace russe, vu leur situation géographique et leur histoire, comme étant beaucoup plus importante par rapport à l'Allemagne ou par rapport à la France. Et aujourd'hui, et ça les Russes le disent depuis longtemps, le poids qui est donné à ces pays-là au sein de l'Union européenne est beaucoup trop important. Du coup, la ligne générale, elle vire de plus en plus vers la ligne anti-russe. Et aujourd'hui, quand vous regardez les personnalités qui occupent quand même entre Kallas et Andrius Kubilius, c'est ça ce que voient les Russes. C'est que le Bruxelles est sur la ligne de ces pays-là, les pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, et cherche donc à affaiblir la Russie, alors que dans l'esprit de ces pays-là, ils cherchent surtout à s'en défendre. Pascal Jaunin ? Ah oui, ça doit être alors pour lui quelque chose d'inacceptable, parce que les pays baltes, c'est des petits États qui ont été annexés dans la fédération de l'Union soviétique jusqu'en 1990, et donc pour lui, ou avec des communautés russophones, donc pour lui, en effet, ça doit être absolument vexant que ces pays, et souvent des femmes dans ces pays, parce que c'est une vraie égalité. Il y a une première ministre lituanienne, il y a eu des premières ministres lettonnes, il y a eu des présidentes lituaniennes, hommes de fer, c'est pas forcément dans son logiciel, lettonnes, etc. Donc voilà, en plus pour lui, des femmes. Oh là là, quelle horreur, une femme. Parce que j'ai l'impression qu'il aime bien les hommes forts, Vladimir Vladimirovitch, alors Trump, Xi, Erdogan. Voilà. Mais voilà. Donc des femmes, en plus des femmes. Alors en plus à la Commission européenne, c'est Ursula von der Leyen qui vient d'Allemagne. Mais bon, donc tout ça, je veux dire, il y a un peu un machisme de sa part. Enfin, je ne sais pas s'il existe réellement, mais il y a une image en tout cas de machiste qui est là. Et donc tout ça ne doit pas lui plaire. La Pologne, c'est quand même un grand pays. C'est le plus grand de l'élargissement de 2004, avec une histoire qui est tragique aussi, et donc en effet des Polonais, quelle que soit aujourd'hui la classe politique, il y a eu un gouvernement qu'on peut qualifier de nationaliste du Parti Droit et Justice, aujourd'hui un gouvernement plus pro-européen avec la plateforme civique, ces deux-là sont viscéralement anti-russes. Mais anti-russes, c'est-à-dire que ils ont un tropisme, et en plus il faut se souvenir qu'il n'y a pas très longtemps il y avait eu l'avion présidentiel avec le président de l'époque, le frère Kaczynski, et tout l'état-major quasiment de l'armée polonaise, qui voulant aller à Katyn avait été pris dans un orage et des mauvaises conditions climatiques. Mais pour les Polonais, pendant longtemps, ils se sont demandé même s'il n'y avait pas eu quelque chose, une action malveillante de la part de la Russie pour supprimer le leader de la Pologne et tout l'état-major des hautes autorités de l'armée polonaise. Il y a... Pardon, ça a défilé. Oh là là, c'est pas bonjour. Excusez-moi. Oui, c'est Mathias 44. Salut Mathias. Merci de rester avec nous. Ton commentaire est pas franchement sympa, mais il n'est pas méchant non plus. Bon, Mathias qui nous dit: vous accusez Poutine de vivre dans un vieux logiciel qui date de 1945. Vous pensez que l'on est encore en 1945. C'est complètement stupide. Pardon. On vit dans l'ère nucléaire, tous les scénarios sont obsolètes. Qu'est-ce qu'on répond à Mathias ?
Il faut dire que Vladimir Poutine, en effet, il vit quand même pas du tout dans le monde postmoderne. Et c'est encore les territoires, les frontières, tout ça c'est important. Alors que très honnêtement, aujourd'hui, avec les missiles et la portée des missiles, se sentir en sécurité, si on élargit son territoire encore plus vers l'ouest, ça semble quand même assez obsolète. Et alors là, il y a des choses vraiment très factuelles. Vladimir Poutine situe sa politique actuelle dans la prolongation de la Deuxième Guerre mondiale. L'URSS, la puissance qui est vainqueuse et qui se retrouve soudainement en fait mise en défaite par la fin de la guerre froide, la chute de l'URSS, etc. Et aujourd'hui, en Russie, le discours, en fait, c'est cette guerre contre l'Ukraine, contre Kiev, elle est placée dans le logiciel de la lutte contre le fascisme, contre les nazis qui sont de pouvoir à Kiev. Donc, on est directement rattaché, comme s'il n'y avait pas toute cette période-là, les années de transition, mais même les années de la guerre froide, on est directement héritiers, les Russes, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. Et ça sent d'une manière extrêmement forte aux alentours de la fête de la victoire au mois de mai, le 9 mai à Moscou, avec les parades, les portraits des ancêtres qui sont tombés au combat, qui sont portés par les descendants, etc. Donc c'est lui-même qui le place dans l'histoire longue de la Russie, dans l'histoire victorieuse et dans la lutte contre les fascismes, contre le nazisme. Tatiana, comment la population russe reçoit ce discours-là, ce narratif-là? Il faut dire que ça marche quand même. Ça marche quand même parce que quand vous regardez les sondages, certes, il faut les prendre avec prudence parce que c'est un régime autoritaire, mais quand vous en recoupez plusieurs avec des questions en direct, ce qui ressort, c'est quand même le soutien, ce qu'on appelle le Rallye-Flag, la consolidation de la population derrière le leader qui explique depuis des années déjà qu'il y a une menace pour la sécurité de la Russie, que l'Occident n'attend que l'occasion pour l'affaiblir, pour la casser, pour lui prendre des territoires, pour lui prendre les ressources naturelles. Il y a quand même aussi beaucoup de théories de complot. Il y a la phrase qui, semble-t-il, n'a jamais existé de Madeleine Albright, que c'est pas normal que toutes ces ressources naturelles appartiennent à la Russie, la seule, et il faut les partager. Tout cela, ça circule. Et en fait, là, avec le début de la guerre, les sanctions, l'attitude de l'Occident qui est dans une position très dure à l'égard de la Russie, Poutine offre sur le plateau, et la population le prend, le fait que l'Occident est en effet russophobe, il n'aime pas les Russes, et qu'il cherche à affaiblir. Voilà, sûrement affaiblir la Russie, l'atteinte à la souveraineté, l'atteinte à la sécurité de la Russie, ça fait partie des idées qui circulent et qui imprègnent la population. Et puis la propagande, elle est très forte. Ça fait des années que les Russes, ils sont nourris à ce petit lait de propagande. Et ça finit par s'infiltrer, ça finit par rentrer. Parfois, c'est pas cohérent. Les gens peuvent dire des choses très contradictoires, de critiquer la politique intérieure de Poutine, mais d'adhérer à la cause de la guerre. Ou inversement, c'est pas forcément très clair dans la tête de chacun, mais le fond général, c'est que l'Occident, et l'Europe aujourd'hui en particulier, est une ennemie. Pascal. Alors moi, je rajouterais des considérations économiques pour parler un peu aussi de cette affaire. C'est-à-dire que la Russie, qu'elle s'appelle, quel que soit son nom, ça reste aujourd'hui le plus grand pays géographique du monde, qui va donc en effet de la Baltique, Saint-Pétersbourg, jusqu'à Vladivostok sur l'océan Nord-Pacifique, et que en effet avec la fin de l'Union soviétique, ils ont perdu toute l'Asie centrale et puis les États baltes et l'Europe de l'Ouest, qui n'était pas annexée à l'Union soviétique, mais qui était sous la coupe de Moscou. Malgré le fait que c'est le premier pays de par la surface et donc par des richesses, puisque s'il y a une grande superficie, il peut y avoir des richesses minérales du sous-sol, etc., l'économie russe, elle est quand même pas flambarde. Et que quand on regarde le PIB de la Russie aujourd'hui, c'est l'équivalent de celui de l'Espagne. Alors l'Espagne, on l'a rétréci, si on pourrait mettre plusieurs fois l'Espagne dans l'espace russe, etc. Donc, il y a en effet une volonté d'être un acteur puissant,
une nostalgie du duopole qu'il formait Union soviétique, États-Unis dans les années 50, 60, 70. Tout ça est parti en fumée, mais il n'y a pas eu une prise de conscience non plus économique. Ils ont, au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, on a vu apparaître une série de nouveaux oligarques qui s'étaient partagés toutes les richesses, etc. S'ils faisaient de l'ombre à Poutine, ils étaient au pire emprisonnés, enfin au mieux emprisonnés, au pire exécutés. Il y en a eu encore récemment, de toute façon. Donc, mais il n'y a pas eu un sursaut en disant, ben voilà, on a une nouvelle donne et on va essayer de profiter en effet des nouvelles technologies, du nouveau logiciel, de la nouvelle économie et de faire en sorte que nous ayons les moyens d'être une superpuissance. Voilà. Alors, c'est une superpuissance par, on va dire, le pouvoir de nuisance, du fait donc d'un héritage d'armes, de choses qui sont encore l'héritage de la partie soviétique. Mais dans le nouveau monde, les avantages compétitifs de la Russie sont très, très faibles. Et à un moment donné, je pense que la population, alors sauf si on l'embrigade dans des médias où ils n'ont pas accès à une information diverse, vont quand même s'apercevoir qu'on vit mieux ailleurs qu'en Russie. Christalgre dans le chat vous dit davantage qu'à moi, faire la guerre à l'Occident et à l'Europe, c'est pas une question territoriale, c'est davantage une raison idéologique. C'est une question idéologique. Le réchauffement climatique est un bénéfice pour les Russes, d'accès aux ressources via le Grand Nord. Pourquoi on ne comprend pas ces fondements idéologiques et qu'on regarde, pardon, le chat a défilé, et qu'on ne regarde que la question territoriale? Alors moi, la première question qui vient quand on parle d'un affrontement avec la Russie, c'est pas un affrontement territorial que l'Europe met en place, et même dans son soutien à l'Ukraine, c'est pas, il y a les territoires certes, mais il y a des questions de valeurs, de principes, de droits fondamentaux. L'Ukraine, en 2014, on va clairement, il y a eu une révolution sur la place de Maïdan. La place de Maïdan, c'est pour mettre fin à tout un système hérité du soviétisme, avec en effet toute une certaine oligarchie, et une oligarchie à l'intérieur du pouvoir, avec en effet la volonté de faire partir tous ceux qui étaient un peu trop pieds et mains liés avec la Russie. Alors il y avait en effet le président de l'époque, Yanukovych, mais il y avait toute une autre série d'oligarques, et on a en effet eu une révolution. Et ça veut dire que toute l'Ukraine, qui était donc a voulu bouger regardant davantage vers l'ouest que vers l'est, vers un modèle de société avec de la liberté, de diverses tendances, d'opinion, etc., d'expression. Et donc regardant en effet plutôt un modèle occidental de développement que le modèle, j'allais dire, du passé. Et là, ça n'a pas plu à Vladimir Poutine. Et bon, son jouet, là, Yanukovych, est parti en courant. On va pas refaire l'histoire. Mais il n'y a pas eu d'affrontement, mais il est parti. Voilà. Et donc, en représailles, il y a eu l'annexion de la Crimée. Et à partir de là, Poutine, ne comprenant que le rapport de force, il n'a pas arrêté de bouger jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Et tant qu'il ne rencontrera pas un obstacle sérieux, il va croire que tout est permis. La question de l'idéologie, en fait, elle est extrêmement intéressante. Et même au sein, par exemple, du camp des anti-Poutine, il n'y a pas la même vision par rapport à l'idéologie poutinienne. Vous avez tout un camp qui n'est pas organisé en tant que camp, voilà, mais il y a des gens qui disent Poutine n'a aucune idéologie. Je suis en train de lire un gros livre qui restitue tout le parcours de Poutine, etc., de journalistes d'investigation. C'est un pragmatique opportuniste. C'est extrêmement intéressant. Voilà, opportuniste, pragmatique, pas d'idéologie. Le régime est extrêmement corrompu. Il ne cherche qu'à s'enrichir. Et du coup, en fait, ce genre de personnes, c'est très compréhensible. Les élites, ils ont l'argent en Occident, ils ont les avoirs, l'immobilier. Les enfants font les études dans les universités européennes ou américaines. Ça veut dire, mais quelle guerre? Il ne va jamais faire la guerre parce qu'il est extrêmement lié. Et puis l'argent principal qui arrive, je reviens un instant sur l'économie. L'économie russe, c'est une économie de rente quand même, parce qu'il y a plus de 60% d'exportation. Ce sont les matières premières, le gaz et le pétrole essentiellement, mais aussi les métaux, le bois, etc. C'est 30% des recettes budgétaires. Donc quand vous enlevez ça, c'est quand même un gros morceau des recettes budgétaires. Et le marché principal étant le marché européen, on s'est dit, voilà, c'est extrêmement pragmatique. L'économie russe a tout intérêt à rester connectée à l'Europe. C'est là où elle fait l'argent.
Eh bien, les 25 ans au pouvoir, je pense qu'il y a quand même une évolution de Vladimir Poutine, la manière de voir les choses, l'Occident, l'Ukraine a vraiment cristallisé tout cela. Il y a des éléments idéologiques qui apparaissent très clairement. C'est un peu le patchwork. Il y a eu le monde russe. Parfois c'est poussé, parfois c'est retiré. Il y a eu donc cette confrontation avec l'Occident. Il y a des éléments du retour à l'URSS. Il y a des choses très concrètes qui sont en train de renaître en Russie, qui datent de l'héritage soviétique. Et en fait, chacun peut piocher ce qu'il veut dans cette théologie. Il va toujours trouver quelque chose qui lui parle pour son goût. Si c'est pas la défense du monde russe, la guerre en Ukraine, eh ben c'est la lutte contre l'Occident, etc. Donc il y a de plus en plus d'idéologies et il est sujet aujourd'hui dans le débat public russe de remettre vraiment l'idéologie dans la constitution russe. Alors que toute la Russie post-soviétique, il n'y a pas d'idéologie dominante, à la différence du marxisme-léninisme que j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est on remet ça dans la constitution et la prochaine révision, il est possible qu'on va avoir quelque chose comme l'idéologie officielle. Mais probablement pas, parce que qui dit idéologie officielle dit un cadre très rigide, ça veut dire certains vont adhérer, d'autres pas. Et c'est peut-être préférable de garder ce patchwork très fluide, qui change au fil du temps, où chacun peut piocher ce qu'il veut, etc. Donc le débat n'est pas tranché, mais le sujet il est clairement posé sur la table. Et cette guerre en Ukraine, ce n'est pas une guerre contre les territoires. Et la preuve factuelle de cela, c'est qu'entre 2014 et 2022, tout le processus des accords de Minsk, le sens de ce processus, c'est de remettre le Donbass dans l'Ukraine, mais avec des droits particuliers qui permettent à cette région de faire pression sur Kiev et d'influencer les choix stratégiques de l'Ukraine. Donc, on ne voulait pas les prendre à la base, ces territoires-là. Mais aujourd'hui, c'est ça ce qui permet de montrer à la population russe, voilà, on est allé défendre les Russes, ces territoires sont désormais à nous, c'est la preuve concrète, tangible, que cette guerre, elle est utile. Oui, mais on a affaire à... Donc, en effet, un affrontement de deux civilisations, un monde qui n'est plus, ou tout du moins un monde dont on ne veut plus de la part de l'Ukraine, en grande partie. Hein, il faut être allé plusieurs fois en Ukraine pour avoir vu ce changement, ce regard qu'ils portent sur un nouveau modèle. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont candidats à l'Union aujourd'hui, qu'ils ont envie de faire partie du monde occidental, et de se dire que c'est ça peut-être qui le préservera de cet appétit féroce de l'ours russe qui veut les dévorer. Souvenons-nous quand même que la première chose qu'on a entendue de Vladimir Poutine quand il a lancé cette opération militaire spéciale, comme il l'appelle, c'était de prendre Kiev en 3 jours. Kiev, c'est pas le Donbass. Kiev, c'est pas la Crimée, hein, d'accord ? Donc, il voulait en effet prendre Kiev, mettre à bas le régime de Zelensky, enfin le nouveau régime ukrainien, et donc faire reculer ce pays pour qu'il ne regarde plus vers l'ouest. Bon, il n'y est pas parvenu. Donc, il n'y est pas parvenu. On voit bien depuis 3 ans, sur le front vraiment des combats, qu'il n'a pas pris tout le Donbass et que des oblasts de Luhansk et de Donetsk, il y a eu des lignes de front avec en effet aujourd'hui des ruines, hein, mais il faut se souvenir de l'Europe occidentale après la guerre, Berlin et d'autres qui étaient on a eu des ruines. Donc on assiste au même drame avec des exactions qui ont été commises de crimes vraiment de guerre, mais au-delà, parce que dans les crimes de guerre, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, on doit pouvoir cibler des sites militaires, des sites stratégiques, pas des hôpitaux, pas des sites civils. Là, Vladimir Poutine, quand même, il n'a pas été très exemplaire là-dessus. Et il devra en rendre compte un jour. La justice internationale, elle existe. Hein. Je ne sais pas quand, mais elle existe. Et donc, on voit bien que tout ça, quand même, ça partait d'un sentiment qu'il avait une pièce de son puzzle qui pensait être essentielle, qui était en train de partir. Et donc, il a essayé d'arrêter ça avec, en effet, des premières déclarations. Donc, on prend Kiev et puis après, on va faire tomber le régime. Aujourd'hui, il a pris Il a pris 17% de plus que ce qu'il avait à l'origine. Donc, tout ça pour ça. Et ce qui est donc aujourd'hui très
déstabilisant pour l'Ukraine, c'est qu'ils pensaient avoir des alliés européens qu'ils ont toujours, ils pensaient avoir un soutien américain, et quand même le grand tremblement de terre qu'on voit en ce moment, c'est que toute cette opposition Russie-États-Unis qui date de la Seconde Guerre mondiale, on est en train de voir un président qui s'acoquine quand même très dangereusement avec les thèses de Vladimir Poutine. Le fameux plan qui est sur la table aujourd'hui, c'est pas le plan Trump, c'est le plan Poutine, etc. Et qu'on se dit que est-ce que c'est vraiment sérieux ? Est-ce que Trump va vraiment aller dans ce sens jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'à un moment, comme il n'y a pas eu d'avancée non plus formidable, il va se rendre compte que Poutine le mène un peu en bateau, le roule dans la farine, etc. Et qu'il va peut-être revenir à reprendre raison. Mais tout ça est très inquiétant aujourd'hui parce qu'en effet, les Ukrainiens qui regardaient vers ce modèle occidental, européen, mais il y avait quand même un allié un peu toujours traditionnel, les États-Unis, ils ont l'impression d'être lâchés aujourd'hui en race campagne. Étienne. Il y a eu plusieurs choses qui ont été brassées, donc je ne sais pas trop sur quoi rebondir pour ne pas prendre tout le reste du temps de l'émission. Vous avez encore 29 minutes. C'est très bien. Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est en fait, Kiev a toujours résisté à Vladimir Poutine. Et il y a eu des moments vraiment très forts. 2004, c'est la révolution orange. Et ça ne plaît pas à Vladimir Poutine, mais bon, il est obligé d'assister à un puissant à ce troisième tour, etc., qui voit Viktor Yushchenko, le président pro-européen, arriver au pouvoir. Ensuite, l'Ukraine résiste et n'adhère pas aux structures d'intégration régionale que la Russie pilote, c'est-à-dire l'Union économique eurasienne, sans parler du traité de sécurité collective appelé traité de Tachkent. C'est vraiment pas le sujet pour Kiev. Et alors, ce qu'il ne comprend pas du tout, c'est le Maïdan de 2014, ce que les Ukrainiens appellent l'Euromaïdan ou révolution de la dignité. L'interprétation, c'est l'Occident est derrière. Ils ont piloté une révolution de couleur. Encore une, en Géorgie, au Kyrgyzstan, maintenant c'est la révolution orange en Ukraine, et voilà le Maïdan. Donc c'est la même grille de lecture, c'est l'Occident qui est derrière, et si l'Occident n'avait rien fait, n'avait pas soutenu, n'avait pas financé la malheureuse Victoria Nuland, qui a eu un propos en disant combien elle a financé, et ça a été pris pour l'argent comptant, alors qu'il s'agit du soutien de la société civile étalé sur toute la période post-soviétique, etc. Donc c'est ça la lecture des Russes. Donc pour eux, c'est quelque chose d'importé, quelque chose qui n'est pas propre à l'Ukraine, qui forment le même peuple avec la Russie, qui ne devrait pas résister à la Russie, qui n'aurait que d'une chose, c'est de se débarrasser de ces élites pro-européennes et corrompues pour vivre la belle histoire avec la Russie. Et vraiment, ils ne comprennent pas le sens de Maïdan, alors que Maïdan, c'est vraiment l'élément fondateur de la nouvelle identité ukrainienne, qui dit très clairement, on ne veut plus vivre dans le monde russe, on veut aller vers l'Europe, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est quand Yanukovych refuse de signer l'accord d'association que les gens descendent dans la rue. Et ensuite, en fait, il y a, depuis 2014, une distension des liens. Les Russes ne vont plus à Kiev, les Ukrainiens ne vont plus en Russie, il n'y a plus de dialogue, ils ne se parlent plus. Et les gens qui entourent Poutine, les généraux, racontent n'importe quoi en disant vous avez toute la population qui vous attend et qui va vous accueillir les bras ouverts. Donc c'est comme ça que Vladimir Poutine se plante sur la capacité des Ukrainiens, la volonté surtout de résister, et la capacité qui a été quelque peu renforcée aussi par les armements qui ont été fournis par les Américains et par les Britanniques, qui ont permis de tenir dans les premières heures avant que les Européens ne se décident d'aider un petit peu plus. Ah oui, il n'y a pas que les Ukrainiens qui vont plus en Russie, moi non plus, mais moi parce qu'ils m'ont mis sur une liste noire, persona non grata, agent de l'étranger. Donc, je retournerai peut-être un jour en Russie, mais pour l'instant, c'est pas possible. Venue de l'Ouest. Exactement, voilà. Et donc, il faut se souvenir aussi dans les difficiles relations qui sont entre la Russie et l'Ukraine, c'est qu'il y avait, alors on remonte là pour le coup à 1914,
1994, une reconnaissance quelque part internationale des frontières territoriales de l'Ukraine dans un accord qu'on appelle le mémorandum de Budapest, avec en effet le contrôle américain et britannique, etc., pour dire on va en effet récupérer toutes les armes nucléaires ou pas nucléaires qui sont en Ukraine et qui sont, on va dire, soviétiques, et en même temps donc on le démilitarise, on le dénucléarise, mais la Russie reconnaît à ce moment-là l'intégralité territoriale de ce qu'est l'Ukraine. Et quand Vladimir Poutine lance cette opération en 2022, il déchire la signature de son pays. Vous savez qu'en droit, on peut avoir des changements de régime, mais on honore, voilà, il est le dirigeant russe, il y en avait un en 2014, en 94. Donc on a l'impression qu'il déchire cet accord, sa parole, la parole de son pays, et la parole de son pays au niveau international. C'est-à-dire que pour les Ukrainiens, la parole de Poutine, elle ne vaut rien, puisqu'il est capable de déchirer tout accord qu'il aurait signé, qui ne lui conviendrait plus. Or ça, c'est quand même quelque chose qui... là, pour le coup, c'est un point faible, parce qu'on ne peut pas faire tabula rasa en disant bah non, finalement, je reprends un territoire que j'estime être le mien, etc. Et donc, quand on pense au Donbass et à la Crimée, moi je viens d'un pays qui s'appelle la France, etc. Mais on a connu au moment de guerre des portions du territoire français qui ont été annexées par le vainqueur de l'époque, l'Allemagne. L'Alsace-Moselle. Bon, et l'Alsace-Moselle ont été plus français pendant presque 50 ans, de 1970 à 1918, et sont redevenues françaises après. Donc, voilà, je veux dire par là, on ne peut pas faire contre les peuples, il peut y avoir des prises de guerre, mais ça restera jamais parce que, voilà. Et donc, là, je pense que le divorce est profond, et là, c'est plus qu'entre Poutine, Zelensky, etc. C'est vraiment une parole qui a été bafouée, et donc là, on n'a plus confiance entre celui qui avait dit qu'il reconnaîtrait les frontières et qui aujourd'hui, pour des raisons qui lui appartiennent, décide de revenir dessus. Je pense que l'absence de confiance, elle est vraiment le sujet central. Les Ukrainiens estiment que la parole de Vladimir Poutine ne vaut rien, parce que pas que la parole, mais aussi les accords signés, ça ne vaut rien. Il y a eu d'autres accords, l'accord sur l'amitié avec l'Ukraine, tout a été violé en fait, déjà par l'annexion de la Crimée, parce que tous ces accords supposaient explicitement, pour certains, l'intégration, le maintien de la Crimée au sein de l'Ukraine. Donc c'est tout cela qui a volé un éclat. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens, ce qu'ils veulent éviter, c'est de signer quelque chose avec les Russes et de rester juste avec ça sur papier. Ils veulent des garanties de sécurité fermes. Garanties de sécurité, c'est-à-dire l'engagement occidental qui va jusqu'au positionnement des troupes, qui empêcherait que la guerre revienne, que Vladimir Poutine revienne à son objectif initial des premières journées de la guerre, c'est-à-dire de réattaquer Kiev et le gouvernement central, etc. Le problème aussi, c'est que les Russes, ils y croient aussi, qu'on ne peut pas faire confiance à l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se satisfaire d'un cessez-le-feu, mais veulent traiter les causes profondes du conflit, c'est-à-dire de fixer aussi les acquis, d'une part dans la constitution ukrainienne, qui fixe en fait, qui détermine l'orientation pro-OTAN et pro-UE de l'Ukraine. Et donc, c'est dans la Constitution. Vous ne ferez jamais partie de l'UE, vous ne ferez jamais partie de l'OTAN. C'est ce qu'ils voudraient. Et vous continuerez à lutter contre les nazis parce qu'il y en a beaucoup chez vous. C'est grossi un petit peu. En gros, c'est ça, oui, tout à fait. Et donc, ils ont peur que l'Ukraine va profiter du cessez-le-feu pour continuer à s'armer, si elle garde son armée, etc., et qu'elle va pouvoir résister, en gros. Donc, ce qu'ils voudraient, c'est vraiment rendre l'Ukraine faible et de préférence dépendante de la Russie pour sa sécurité. Et donc là, le rôle central, elle est chez les Européens. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance. Il y a eu un sondage ce matin du grand continent Eurobazooka et qui montre qu'en fait, la grande majorité des Européens ne font pas confiance à Donald Trump. Et je pense qu'ils ont raison. Et d'une manière générale, aux États-Unis, Trump ou pas Trump, cette tendance à se retirer de l'Europe, je pense que c'est une tendance très, très lourde aux États-Unis.
Pascal Jonin. Oui, alors, les Européens se retrouvent seuls, on va dire, hein, sans les Américains. Hein, seuls, c'est un bien grand mot. Mais en effet, cette alliance transatlantique qui existait, qui était née après la Seconde Guerre mondiale, vacille, en tout cas, est très bancale aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à l'heure où on se parle, hein, aujourd'hui, il n'y a pas eu de la part de l'Union européenne de division sur le soutien à l'Ukraine. Et encore hier, Mme von der Leyen a présenté un nouveau plan d'aide à l'Ukraine pour essayer, en effet, de dire on ne capitulera pas, on a cette responsabilité. Cette guerre, en effet, elle est liée au fait que ce pays, l'Ukraine, regardait vers ce modèle qui est le nôtre, vers cette société qui est la nôtre. Et donc, on ne va pas les abandonner en race campagne. Bien entendu, on aurait aimé le faire ça, comme d'habitude, avec les États-Unis. Il semblerait qu'avec Trump lui-même, c'est compliqué. Mais les Européens ne sont pas finalement tout seuls parce que dans une coalition des volontaires qui s'est mise en place récemment, on a en effet des partenaires, alors européens, mais qui sont plus membres de l'Union, comme le Royaume-Uni, hein, ils sont pas très loin, mais on a le Canada. Donc, on a des gens qui sont extra-européens. Et tout simplement parce que ce combat des valeurs, qui sont les valeurs de l'Europe, c'est un peu les valeurs occidentales de liberté, etc. Donc, tout ce modèle, tous ces pays qui y sont attachés voient qu'en effet, la guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre les valeurs occidentales. Et donc, si on ne protège pas l'Ukraine, on n'aura plus de garde-fous. Et donc, l'Europe, avec ses petits bras, pas beaucoup musclés, a pris quand même depuis 4 ans des choses qu'on n'aurait jamais pu penser qu'elle prendrait, parce que toutes ces questions de défense ne sont pas dans le pot commun européen. Je rappelle toujours que l'Europe, c'est ce que les États membres qui la composent veulent bien qu'elle fasse. Je ne voudrais pas qu'on dise ici, et je voudrais le répéter, Madame von der Leyen n'a pas de super pouvoir. Elle n'est pas Wonder Woman et elle ne s'en arroge pas. Okay, c'est bien, si elle fait des choses en matière de défense, c'est parce qu'à l'occasion des conseils européens qui réunissent les chefs d'État et de gouvernement, donc le président français, le chancelier allemand, la présidente du conseil italien, etc., on dit « j'invite l'Europe à ». Et donc l'Europe a fait, à la demande des États qui la composent, des propositions pour, en effet, dans le cadre de l'argent qu'elle peut gérer, et qui est pas mince, des budgets pour, en effet, des choses qui vont accompagner l'industrie de défense. Hein, c'est pas, il n'y aura pas de militaires européens. Les militaires européens, c'est des contingents de plusieurs armées nationales. Mais donc, elle fait des choses qu'on ne croyait pas possibles. Et donc là, il y a un nouvel engagement, il y a un nouveau cadre financier pour après 2028. Et donc là, on voit bien. Et hier, il y a quand même eu cette déclaration de Mme von der Leyen qui renvoie les États membres à leurs responsabilités. C'est-à-dire, vous me demandez de faire des choses. Moi, je fais avec ce que feront les traités, le cadre légal. Hein, je suis en état de droit. Voilà ce que je propose. Et puis, si vous voulez faire plus, on a déjà fait un emprunt européen post-Covid pour essayer de mettre un terme de rebondir après une crise sanitaire majeure avec des pays qui avaient plus ou moins été touchés, l'Italie, l'Espagne beaucoup et moins d'autres. Voilà, on a fait cet emprunt européen. Et bien, si vous voulez, puisque les Américains nous lâcheraient, faisons un emprunt européen pour pas laisser l'Ukraine toute seule et pour aider l'Ukraine et peut-être éventuellement la Moldavie et d'autres pays qui seraient contestés demain et qui ont besoin en effet qu'on les soutienne dans le combat qu'ils mènent, mais qu'ils mènent. C'est la guerre, hein, c'est un combat quotidien pour préserver leur identité, leurs valeurs et aussi leur territoire. Et leur identité quand même. À vous entendre, mesdames, cette guerre ne s'arrêtera jamais. Aucune condition ne sera acceptable pour Vladimir Poutine. Pour l'instant, Vladimir Poutine n'en veut pas, parce qu'il ne faut pas dire qu'il dise qu'il veut la paix. Il a refusé toutes les offres, et pourtant, il a quand même été servi par Donald Trump, qui lui a fait quand même la courte échelle à Anchorage. Mais hier, quand même, il a fait attendre 2h30 ou 3 heures les émissaires américains. Dans la vraie vie, on se casse.
On n'attend pas 2 heures. C'est C'est une insulte diplomatique. C'est de l'insulte diplomatique. C'est voilà. Et normalement, et si en effet Witkoff et Kushner étaient partis, les Russes les auraient certainement rattrapés par le col avant qu'ils le sortent. Donc non, il y a de mauvaises manières de Vladimir Poutine et les Américains ne se grandissent pas en ne s'opposant pas frontalement à une attitude de Vladimir Poutine qui lui a le temps, qui n'est pas pressé. Il a pas de... Donc il doit savourer un petit peu. Il attend que ça, le temps. Oh, il est président à vie, hein. Il faut pas, enfin, il l'est pas officiellement, mais il peut l'être. Voilà. Jusqu'à 2036, très Voilà, facilement. jusqu'à 2036. Donc, oui, il a fait changer la Constitution en 2020 voilà. dans ce sens-là. Donc 2036, ça fait 10 ans, donc il a le temps. Alors que Trump, en effet, il a des élections dans un an, enfin, pas lui, mais sa La majorité. Fédération etc. Russie est davantage exsangue que les États-Unis. Oui, mais c'est justement, Par exemple, on comprend pas, on comprend elle est en mal, enfin, on a difficulté, du en mal tout à cas, comprendre en absolument. Europe pourquoi Trump est à ce point docile, alors qu'il se veut le chantre d'être un peu Donc, je ne connais pas bien tous les tenants, mais on se dit qu'il y a franchement quelque chose derrière. Je ne sais pas quoi, c'est pas encore public, mais cette attitude n'est pas naturelle. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Et même aux États-Unis, alors parce qu'au début, on s'est dit, il n'y a pas de contre-pouvoir, les Américains ne réagissent pas. Mais il y a quand même des Américains qui sont pas sur la ligne Trump. Alors, il y en a quelques-uns, mais il y en a, on commence à entendre des choses où, en effet, cette ligne Trump, notamment sur l'Ukraine, mais pas que, n'est pas quand même complètement suivie, et qu'à l'intérieur même de l'électorat qu'il a porté il y a 1 an au pouvoir, s'il y avait des élections aujourd'hui, il aurait certainement un score beaucoup moindre. Plusieurs points en fait. D'une part, on a sorti il y a un mois maintenant un rapport sur l'équilibre des puissances, merci, entre la Russie et l'Europe. Et en fait, on prend quatre sujets: l'économie, le militaire, résilience des sociétés et des systèmes politiques, et positionnement international et alliance, pour voir où sont les fragilités et les forces des uns et des autres. Et on arrive à la conclusion générale que l'Europe a des billes. Et là, c'est parfois une puissance qui s'ignore. Elle a quelques faiblesses, mais elle a aussi de grandes forces, à condition de rester cohérente, solidaire entre les pays européens, et d'avoir la volonté politique de faire face à la Russie. Donc il ne faut pas considérer l'Europe comme étant vraiment extrêmement faible face à la Russie. Votre autre question sur est-ce que cette guerre elle va durer éternellement, etc. Les positions sont vraiment à l'opposé. Les positions russes et les positions ukrainiennes. Et personne n'a perdu sur le plan militaire. Et donc, les Ukrainiens estiment qu'il faut continuer à se défendre. Ils ont encore des moyens, leurs propres ressources, leur industrie de guerre qui fonctionne notamment pour la fabrication des drones, mais aussi pour les missiles de longue portée comme Flamingo qui permettent après de frapper les raffineries russes sur le territoire même de la Russie, etc. Ils sont quand même pleins de surprises. Les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk, sur le territoire reconnu de la Russie, c'était quand même une grande surprise stratégique qui a poussé la Russie à recourir à l'aide des Nord-Coréens qui ont permis en fait de défendre le territoire russe et de ne pas dénuder le front dans le Donbass. Donc il y a plein de sujets en réalité sur lesquels les deux pays pour l'instant ne peuvent pas s'entendre. Les Ukrainiens, les enjeux sont vraiment les enjeux vitaux pour l'Ukraine. C'est l'enjeu de la survie de la nation, de l'identité nationale, de la souveraineté, etc. Ils estiment que le choix, ce n'est pas entre la paix et la guerre, mais la guerre est de toutes les manières pas peut-être disparition, mais l'oppression, la soumission de la nation ukrainienne aux grands voisins russes. Et c'est ce qu'ils souhaitent éviter. Est-ce qu'on peut trouver... Pardonnez-moi, je vous en prie. Oui, pardon. Et Non, je vous en prie. côté russe, ils estiment aussi qu'il s'agit des enjeux vitaux, les enjeux de sécurité pour la Russie, de son positionnement international. Il y a aussi, sur côté de propagande russe, de retrouver l'ancienne gloire
pour valoriser le régime de Vladimir Poutine. Il faut bien tenir jusqu'à 2036. Et puisqu'on n'a pas beaucoup de réalisations économiques à montrer, l'économie, comme je disais, est restée une économie de rente, il faut bien montrer autre chose, d'autres réalisations, d'autres succès, etc. C'est aussi l'une des raisons de cette guerre, malheureusement. Et donc, pour l'instant, impossible de signer. Chaque cycle, on voit bien depuis l'arrivée de Trump au pouvoir que lui, il essaye. Lui, déjà, il ne comprend pas le côté enjeu vitaux. Il faut aller vite. À 2-3 reprises, dans les différents discours de J.D. Vance et de Trump, l'idée qui a été poussée, c'est une guerre pour les territoires. Or, ça n'en est pas une. Et les enjeux sont beaucoup plus profonds, etc. Donc, ils essayent de régler rapidement et de se retirer pour ensuite laisser éventuellement la suite et surtout le paiement de la reconstruction de l'Ukraine aux Européens. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout sur le même plan. Donc, les Américains qui essaient de trouver le compromis, pour eux, c'est un bon deal. Si on réfléchit en termes de cessez-le-feu, ça devrait convenir à tout le monde, en fait, le cessez-le-feu, parce que les gens vont cesser de mourir. Donc, Trump semble être sensible à ce point-là. Mais en vérité, voilà, le cessez-le-feu n'arrange ni l'Ukraine ni la Russie, parce qu'ils estiment que ce sera quelque chose de fragile qui ne règle rien au fond. Est-ce que cette forme d'acharnement, en tout cas cette position un peu rude, elle ne trouve pas son explication dans les explications de politique interne? Comment a évolué le régime depuis le début de la guerre, le régime de Poutine? En fait, il y a progressivement au début de la guerre, on disait ça, on dit mais Poutine est un petit peu obligé, quoi. Vers un régime, c'est un régime autoritaire et personnaliste. Ce n'est pas encore la dictature, mais ça l'était déjà. On surchemine. Mais il y a quand même des graduations. Quand vous prenez les 2 piliers sur lesquels tient le régime, le niveau de répression et le niveau de la propagande, qui était à un niveau... Bon, pour les gens que ça concerne, évidemment, ils seront choqués d'entendre dire que c'est modéré. Mais par rapport à ce que c'est aujourd'hui, et probablement ce sera demain, il y a quand même une évolution très très nette. On voit bien les traits d'un régime dictatorial qui commence à apparaître. Tout est aujourd'hui centralisé sur Vladimir Poutine, plus même qu'avant le début de la guerre. C'est tout ce qui est la guerre, c'est lui qui gère. Ensuite, en matière économique, en matière sociétale, la manipulation de l'opinion publique, etc., il laisse une certaine liberté à des différents groupes quand l'administration présidentielle et les ministères pour gérer cela, mais les grandes décisions, les grandes lignes, c'est lui qui les fixe et lui seul. Et on ne sait pas trop aujourd'hui qui il consulte. À mon avis, il discute avec plusieurs personnes, il entend les avis différents, etc. Et ensuite, il prend la décision, lui, seul, et il en est vraiment responsable. Pascal Jaunin. Oui, moi je vois pas d'évolution vraiment sur Poutine depuis le début de la guerre. Il est dans un monde... Tatiana, heureusement, a des informations en effet où il a un cercle de gens autour de lui, mais j'ai l'impression quand même que c'est très compartimenté, c'est très restreint. Je pense que ça fait penser à je ne sais pas qui peut avoir la liberté de ton et le courage de lui dire tu vas trop loin, je pense qu'en effet il y a un certain esprit de cour où on n'ose pas dire au tsar qu'il se veut des choses qu'il ne veut pas entendre ou qui sont pas bien. Donc je ne sais pas en effet quand il prend des décisions si elles sont pas déjà prises, il écoute peut-être 2-3 personnes, mais voilà. Et donc on pourrait dire aussi la même chose pour Trump, maybe, qui lui est dans à Mar-a-Lago plus qu'à la Maison Blanche, qui est en travaux en ce moment. Et donc il consulte en effet quelques personnes, etc. Il a un cercle d'émissaires très particulier qui sont pas forcément ceux qui ont la fonction officielle. On a en effet Witkoff. C'est qui Witkoff? Voilà. Rubio, il est le secrétaire d'État, mais il est plutôt un peu sans saveur, etc. Donc, on a en effet un jeu de rôle qui fait que le seul acteur qu'on voit vraiment depuis le début, parce que c'était pas Trump au début de la guerre, c'est Zelensky. C'est Zelensky qui est là. C'est Zelensky qui, jusqu'à présent, communiquait formidablement. Voilà. Et donc, en effet, qui vient en Europe, qui va aux États-Unis, qui... voilà. Et qui ne peut pas aller discuter avec Poutine parce que Poutine ne veut pas. C'est-à-dire qu'on pourrait dire... Il pourrait y avoir peut-être une réunion que Trump avait proposée pendant un moment, en disant on va faire une réunion, je serai un peu le gardien, le monsieur bons offices, etc.
Mais Poutine refuse de voir Zelensky. C'est-à-dire que c'est vraiment une haine viscérale de ce président qu'il ne reconnaît pas quelque part et qu'il exècre quelque part. Donc à ce niveau de haine, comment voulez-vous que les choses avancent alors que Trump a essayé de mettre sur la table des choses à des tas de conditions qui étaient plutôt favorables à la Russie et il l'a roulé dans la farine. Mesdames, il est 18h54, passé de 37 secondes. C'est bientôt l'heure de nous quitter. C'est peut-être d'abord le mot de ma dernière question et après le mot de la fin et de la suite. Est-ce que les Européens ont des raisons de croire qu'un jour ils seront en guerre contre la Russie dans un futur proche? C'est pas une futur proche, c'est 5 ans. c'est pas une affaire de l'avenir aussi proche. C'est Vladimir Poutine déjà ne peut pas mener la guerre sur 2 fronts. Et, après, ce qu'il peut toujours faire, c'est des opérations hybrides et en dessous d'un certain seuil et qui va dérouter les Européens qui vont se dire mais est-ce qu'il faut activer l'article 5? Il faut pas activer l'article 5. Est-ce qu'on le fait pour les pays baltes? Est-ce qu'on le fait en L'article 5, l'absence c'est la solidarité des États membres des États si un membres? État est agressé. Tout à fait. Donc les autres doivent venir au secours aux pays agressés, mais ce n'est pas dit, c'est ni automatique, ni avec une grande aide militaire, etc. Chacun peut décider de quelle manière il vient en aide aux pays agressés. Et c'est là-dessus que joue Vladimir Poutine aujourd'hui. Et on a quand même aussi des doutes aujourd'hui. Si les États-Unis de Trump vont venir au secours en cas d'agression contre l'un des pays baltes. Rien n'est moins sûr, malheureusement. Mais c'est vraiment le point crucial, c'est la solidarité, la solidité de l'OTAN, de l'engagement américain, parce l'Europe n'est pas encore capable de se défendre complètement sans avoir ce qu'on appelle en mauvais français le backstop américain, etc. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas s'aliéner Donald Trump et de faire tout pour qu'il reste intéressé à l'Europe. C'est pour ça qu'on accepte les 5% de dépenses dans le cadre de l'OTAN, de dépenses pour la défense, etc. On n'atteint pas. C'est l'objectif semble peut-être irréaliste à court, peut-être à moyen terme. Mais en tout cas, l'affichage est là. Et Donald Trump, ça lui parle, ça lui paraît extrêmement sympathique que ce sont les Européens qui vont au moins financièrement surprendre en main désormais. Ça ne va pas coûter grand-chose aux États-Unis, comme l'aide à l'Ukraine d'ailleurs, mais ils vont en retirer les bénéfices symboliques. Et c'est tout à fait ce qu'ils souhaitent. Merci pour ce mot de la fin et celui de la suite quasiment. Pascal Joannin, le mot de la fin ou celui de la suite? Le mot de la fin, c'est qu'on est entré dans un nouveau monde. On a fait l'Europe avec la paix. C'était Schuman en 1950 pour plus jamais la guerre avec l'Allemagne. On a réussi. On a bâti une Europe qui était une Europe prospère, etc. Et on s'est un peu reposé sur nos lauriers, pensant que il y aurait plus jamais d'affrontements. On s'aperçoit malheureusement que ça peut être le cas et que donc il faut remettre de la défense dans une certaine mesure. Et donc c'est pas l'hiver noir qui arrive, c'est pas en effet, mais en tout cas l'inquiétude et donc la vigilance. Vous savez, il faut savoir préparer la guerre pour pas en avoir à la faire. Il est 18h57, passé de 32 secondes, et c'est maintenant l'heure de nous quitter. Merci à tous les deux. Merci Pascal Joannin, merci Tatiana Castoué-Vajan. Merci pour vos lumières lumineuses. Le chat était ravi, tout le monde est resté jusqu'à la fin. Ça n'arrive pas toujours que le chat reste jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont raté le début, chers amis, ou qui veulent le partager par exemple à leurs copains, à leur tante, que sais-je, leur maman, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, mais vous le savez bien sûr, c'est franceinfo.fr. Il est aussi disponible, partout en fait, en podcast sur la plateforme de Radio France. Merci à vous vraiment dans le chat pour vos questions, vos humeurs aimables. Merci de continuer à nous suivre, ça nous fait très plaisir. Merci Christelle pour tes vœux de prompt établissement. Je pense que dans 2 heures je suis dans mon lit. C'est un peu la crève. Merci beaucoup Christelle. Donc merci pour vos questions, merci pour vos humeurs râleuses vagabondes. Merci à Jérém aussi à la modée, merci à Stéphanie pour les visuels. Et merci aussi à ceux qu'on ne voit pas mais que nous on voit et qui donnent à voir et qui donnent à entendre. Merci à Chérif Bitelmadji, merci à Damien Sangali, merci à Mathieu Bérény, merci à Adrien Barrière. Merci aussi bien sûr à Pascal Baudot. On se retrouve, chers amis, jeudi prochain, 17h-19h. Pas vraiment de bonheur, mais certainement, évidemment, toujours de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut. Et merci à Ludovic. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça a passionné le chat.